Bonjour à tous, merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 26e séance du séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie, qui est co-organisé avec l'École de Paris du Management. Donc aujourd'hui, ce séminaire est dédié à la conception des sites industriels clés en main, notamment à travers le dispositif proposé par l'ANCT qui s'appelle Fabrique prospective Site industriel de demain et qui a été lancé conjointement avec Intercommunalité de France, la Banque des territoires et le CEREMA. Donc, en introduction, on accueillera François Blouva, qui est responsable du programme Territoire d'industrie à la Banque des territoires, Lucas Chevrier, qui est conseiller industrie et chargé de recherche à Intercommunalité de France, Julie d'Autriche, chargée de prospective et innovation à l'ANCT, et Benoît Mangenot, qui est chargé de projet à la délégation territoire d'industrie à l'ANCT. Ensuite, nous aurons la chance d'accueillir donc 2 représentants de territoire qui ont participé à cette fabrique prospective, à savoir monsieur Antoine Pouplin, qui est développeur économique à la communauté de communes Vie et Boulogne, ainsi que monsieur Boris René, vice-président développement économique à la communauté de communes de Vierzon-Sologne-Berry. On finira ce séminaire avec la participation d'une agence d'urbanisme à travers la présentation de Mélusi Nucco, qui a notamment travaillé sur le site de Limay, sur le territoire d'industrie Seine-Aval, afin finalement de voir comment on peut établir un dialogue entre les différents acteurs qui contribuent à la conception de la ville et au retour des activités productives dans les villes. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole peut-être tout d'abord à Julie d'Autriche pour nous introduire rapidement les fabriques prospectives. Donc, bonjour, enchantée, je suis Julie d'Autriche, je suis chargée de prospective et d'innovation à l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. J'ai piloté depuis janvier 2021 la fabrique prospective Site industriel de demain, que je vais vous présenter en tout cas les premiers résultats en compagnie des partenaires nationaux de cette démarche, ainsi que de territoires dont je remercie la présence aujourd'hui, et je remercie aussi l'OTI pour l'organisation de ce webinaire. Je n'arrive pas à changer. Ah, c'est bon. Alors, un peu pour reprendre en introduction, pour placer le contexte, c'est après un fort développement des sites industriels des 30 Glorieuses qu'aujourd'hui, on constate que certains d'entre eux sont aujourd'hui enfrichés ou requalifiés au profit d'autres fonctions que celles industrielles, ou tout simplement sont des territoires qui sont des sites aujourd'hui qui sont peu attractifs. La crise de la Covid-19 a mis en évidence d'autant plus la fragilité des chaînes de valeur aujourd'hui mondialisées et la fragilité des sources d'approvisionnement de la France, et ce qui a permis de relancer, de mettre à jour au débat la question de la souveraineté industrielle. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que le label Site industriel de demain a émergé. Donc, le Site industriel de demain, c'est un label qui a été créé en 2020 par le gouvernement. Aujourd'hui, il en existe 127 qui sont couverts pour 94 d'entre eux par un territoire d'industrie. C'est un territoire avec des délais d'implantation réduits, entre 6 et 12 mois, avec des procédures administratives, environnementales, archéologiques, urbanistiques qui ont été anticipées et qui donc permet l'implantation d'industries très rapidement. Et ce qui est donc un facteur important d'attractivité aujourd'hui dans un contexte où on cherche à maintenir ou relocaliser l'industrie. Néanmoins, ce maintien ou la relocalisation industrielle aujourd'hui doivent se faire au regard des enjeux de transition, alors à la fois économiques, écologiques, foncières, numériques, des modes de vie, tout particulièrement au regard du ZAN et de la rareté foncière. De ce fait, se pose en particulier pour les intercommunalités de comment faire de ces sites clés en main pour qu'ils soient des sites esthétiques, architecturalement intégrés dans le paysage, denses, accessibles, avec un cadre de travail agréable, sobre, décarboné. Donc, en fait, comment faire pour que ces sites soient les sites de demain, vitrine de la relocalisation industrielle post-crise sanitaire et écologique. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là
que le pôle prospectif de la NCT, avec le programme Territoire d'industrie, lance en février 2021 cette nouvelle fabrique prospective Site industriel de demain, avec la Banque des territoires qui a cofinancé, ainsi que Intercommunalité de France et le CEREMA. Et je passe la parole à mon collègue Benoît Mangenot. Oui, bonjour à tous. Donc, Benoît Mangenot, moi, je travaille sur le programme Territoire d'industrie à la NCT. Effectivement, comme l'a dit Julie, du coup, on a imaginé cette fabrique fin 2020, alors que les enjeux de réindustrialisation et de sobriété foncière étaient montés dans le débat public. Et donc, ils sont devenus depuis de plus en plus prégnants, avec, ça a confirmé en fait le fait que la réinvention des sites industriels et des zones d'activité industrielle est un enjeu clé pour la réindustrialisation. Donc, on sait qu'il n'y aura pas de réindustrialisation sans travailler sur les sujets fonciers. Donc, à l'heure du ZAN et à l'heure où, du coup, on se rend compte qu'il y a une rareté, que le foncier productif devient de plus en plus rare, alors qu'il nous faut en même temps réindustrialiser et développer de nouvelles activités. Donc, ça, c'était le sujet foncier qui avait été donc au cœur de la labellisation des sites clés en main dont a parlé Julie. Et on sait donc qu'il y a évidemment le sujet du recyclage des friches pour développer de nouveaux fonciers pour l'activité économique, mais on sait que ça passera aussi tout simplement par la réinvention des zones d'activité, la capacité à intensifier les usages sur ces zones d'activité, à densifier et à développer de nouvelles activités. Donc au début, on a travaillé, on a lancé cette fabrique prospective en ayant en tête, en essayant d'aller plus loin sur le sujet foncier. Mais surtout, ce qui a été aussi vraiment au cœur de la fabrique prospective, c'est de se dire, en fait, le foncier, c'est un élément clé pour l'attractivité, pour être capable d'accueillir de nouvelles activités sur les territoires, mais ça ne fait pas tout. Et il y a vraiment besoin, au-delà du foncier lui-même, de développer de nouveaux services, toute une offre servicielle pour rendre ces sites d'activité plus adaptés aux besoins des industriels, par exemple avec des démarches d'économie circulaire, de gouvernance, d'écologie industrielle et territoriale, mais aussi de mieux répondre aux besoins et aux attentes des salariés de ces sites, dans un contexte où on se rend compte qu'il y a un vrai enjeu d'attirer les gens vers les jeunes, les moins jeunes vers les métiers de l'industrie. Donc, ça passe aussi par des sites industriels qui soient attractifs pour les industriels et pour les salariés. Et donc, c'est un peu ces enjeux qu'on a souhaité creuser avec les différents partenaires de la fabrique durant donc, un travail de plus d'1 an et demi. Et voilà, on se rend compte à la fin de la fabrique que le site industriel, il est vraiment à la croisée des défis, réindustrialisation, sobriété foncière, transition écologique, attractivité à l'international de la France, mais aussi attractivité de l'industrie et de ses métiers sur le sujet donc, de la valorisation des métiers. Voilà, donc nous, on pourra y revenir plus tard, mais c'est un travail très intéressant et qui aussi enrichit notre réflexion sur la suite à donner au programme Territoire d'industrie. Voilà ce que je veux dire en introduction. Je vais peut-être passer la parole à François Bouvac pour la Banque des territoires. Oui, bonjour à tous. Écoutez, dans le même esprit que ce que Julie et Benoît viennent d'indiquer, la Banque des territoires a accompagné cet exercice très, très riche parce qu'on a la conviction, renseignée par les contacts qu'on a avec des industriels, des collectivités territoriales, des gestionnaires de sites, qu'on est à un moment important où la question de l'attractivité des zones industrielles se pose. On a plutôt un parc de zones industrielles un peu vieillissant. Il y a un contexte de pression sur le foncier. On sait aujourd'hui que la rareté du foncier est un sujet qui est très, très présent. Et si on veut continuer à développer, si on veut continuer à réindustrialiser, il faut trouver des solutions qui soient à la fois respectueuses de ces ambitions de non-artificialisation et en même temps reposer les conditions de réussite de cette réindustrialisation. Qu'est-ce qu'il faut réunir comme conditions pour qu'un industriel, une collectivité puisse développer une activité industrielle? Donc, on considère que le travail qui a été fait par l'État autour des sites clés en main est déjà un élément très intéressant. Mieux répondre aux demandes des investisseurs industriels, et c'est important de le faire dans des délais en effet qui soient plus raisonnables que la pratique qu'on a aujourd'hui qui n'est pas satisfaisante, mais aussi bien renseigner l'offre de foncier. Aujourd'hui, on souffre particulièrement en France d'une méconnaissance du foncier existant et disponible, et pour ça, sur la partie site clé en main, on a commencé à poser une brique avec
notre outil de DataVis territoire d'industrie. Et en lien avec Business France, qui est chargé de commercialiser à l'étranger ces sites clés en main, on a recensé tout le foncier disponible sur les 127 sites, un peu moins pour être tout à fait honnête, mais c'est vraiment du work in progress. On veut arriver à donner une cartographie. On cherche tel type de terrain, telle surface, telle qualification. Eh bien, on peut la trouver à tel et tel endroit pour pouvoir aider l'implantation industrielle. Donc ça, c'est un élément qui participe de cette logique de valorisation et dans le fond du travail qui est fait. Donc ça, d'abord, bien renseigner les éléments. Et on aimerait qu'au-delà des sites clés en main, demain, on puisse élargir la problématique de la bonne connaissance du foncier. Bien évidemment, ce n'est pas nous seuls, ce ne sont pas l'État, la NCT ou la Banque des territoires qui pourront régler ça, mais c'est bien évidemment avec les collectivités territoriales, avec les régions qui ont un rôle d'animation très important pour la gestion stratégique de ce foncier disponible, et bien sûr avec les EPCI qui sont la plupart du temps les détenteurs, les plus à même de gérer ces questions de foncier. Et puis, il y a un deuxième niveau qui était au cœur de la fabrique prospective, c'est l'amélioration qualitative des services qui peuvent être développés. Et juste pour introduire les choses, mais on pourra y revenir ensuite, nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, il y a des besoins, pas monolithiques, il ne s'agit pas de reproduire partout, à la même échelle, de la même façon, les mêmes types de services. Mais là, on aura besoin d'un certain nombre d'aménités, de conciergerie, de restauration collective performante, de services à la personne. Et Benoît avait raison d'insister sur le fait que ça participera aussi de l'envie des salariés à venir sur ces zones industrielles, autrement que pour les raisons obligatoires de leur activité professionnelle. Et puis, il y a des raisons aussi d'attractivité liées à l'offre de services, là plutôt sur les utilités, l'énergie, la gestion des déchets. On le voit aujourd'hui dans la crise d'approvisionnement sur l'énergie, que développer des solutions autour de fourniture d'énergie propre avec de l'hydrogène par exemple, déployer des systèmes de 5G à l'échelle d'une zone industrielle, un data center, des solutions de mobilité pour éviter que le foncier soit trop largement occupé par des parkings des salariés. Bref, il y a toute une série de choses. Nous sommes un opérateur qui est là pour trouver des solutions de financement. On aimerait pouvoir réfléchir plus largement. La fabrique prospective a lancé le processus, a donné quelques pistes et on aimerait trouver les modèles économiques avec tous les acteurs qui devront se mettre en phase pour pouvoir avancer là-dessus. Mais on a la conviction qu'aujourd'hui, on est un peu encore en avance de phase. Cette question de l'offre servicielle, de l'offre des aménités sur les zones industrielles est un enjeu majeur à la fois pour gérer les problématiques de foncier et pour gérer l'attractivité. L'attractivité où on écrit sur une plaquette de développement économique qu'on est au carrefour de l'Europe, du monde ou je ne sais quoi, c'est pas fini. On a toujours besoin d'avoir des éléments de valorisation de la géographie. Mais aujourd'hui, les industriels, ils veulent connaître un territoire où un écosystème est mobilisé, où ils trouveront des partenaires industriels, peut-être pour être des fournisseurs et permettre de diversifier les chaînes d'approvisionnement. Ils veulent disposer de compétences sur le territoire et il faut que le territoire sache les mobiliser. Ils veulent des services pour améliorer le fonctionnement de leur process industriel. Donc, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet très important et qui devrait permettre d'accompagner ce grand mouvement de réindustrialisation qui a commencé et qui ne demande qu'à s'élargir encore un peu plus. Merci Lucas pour Intercommunalité de France. Oui, voilà, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Lucas Chevrier, chargé de recherche à Intercommunalité de France. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour cette fabrique prospective. C'est vrai que le sujet du foncier industriel, nous l'avions abordé dans le cadre du programme Territoire d'industrie à Intercommunalité de France. Après, nos élus dans les territoires étaient déjà pas mal au fait de ces questions, tout simplement du fait de leurs compétences exclusives en matière de gestion du foncier économique. Mais voilà, ce sujet du foncier industriel monte en puissance et en particulier celui de l'aménagement et plus largement de la modernisation des sites industriels. Voilà, je pense que nous avions commencé cette fabrique, je crois, il y a à peu près plus d'un an. Nous constations un double défi à l'époque, qui était assurer la disponibilité du foncier industriel,
que ce soit dans le temps, donc en matière de rapidité d'implantation d'un industriel, par exemple, mais surtout en termes de taille, qu'on passe d'une parcelle dédiée à une start-up industrielle à, par exemple, un grand site. C'était aussi un sujet de qualité, forcément, c'est ce qu'a évoqué Monsieur Blouvac, sur l'offre de services, de restauration, de garde d'enfants, de mobilité, de décarbonation dans les ZAE. Voilà, il y a vraiment, je pense, nous avons un changement à opérer, c'est-à-dire, voilà, c'est ce qui était dit, de passer d'une commercialisation de parcelles à vraiment une offre de services de foncier qui s'intègre dans un écosystème. Voilà, pour éclairer ça, juste je fais un peu de pub. Justement, nous avons réalisé avec la DTI et le CEREMA une étude qui affine ce constat de raréfaction du foncier d'une part et de vieillissement d'un certain nombre de parcs d'activités. Et justement, je suis très heureux du coup de voir que voilà, cette fabrique apporte un certain nombre de solutions. Je ne vais pas spoiler les solutions puisque je crois qu'elles seront apportées par la suite. En tout cas, je suis très heureux de participer et voilà, de faire partie de cette aventure, sachant que voilà, ce qui est vraiment intéressant dans le cadre du dispositif de la fabrique prospective de l'industrie, c'est que ce sont des territoires qui sont à la manœuvre, qui sont accompagnés, mais qui trouvent les solutions. Donc, on est vraiment dans une dynamique ascendante et c'est tout à fait en écho avec les positions d'Intercommunalité de France, puisque au final, voilà, la Banque des territoires met à disposition une offre de service, la NCT accompagne, mais les solutions apportées sont en grande partie en fait au niveau local, de façon plutôt décentralisée. Donc voilà, je trouve que tant dans la méthode que dans le sujet, c'est vraiment voilà, une fabrique prospective qui est intéressante et j'espère en bénéficier, enfin que les territoires en bénéficieront d'autres prochainement. Merci Voilà. beaucoup pour avoir posé tous les enjeux qui sont autour de ces sites industriels de demain. Je passe à nouveau la parole à Julie d'Autriche pour nous présenter qu'est-ce que le dispositif des fabriques prospectives. Alors, juste pour Lucas fait parfaitement la transition entre les deux. Donc, tout d'abord, les fabriques prospectives, juste pour reprendre ce que c'est un dispositif qui existe depuis 2018, qui a été créé au temps du CGET, qui a pour objectif d'accompagner individuellement et collectivement entre 4 et 8 territoires sur un sujet de transition économique, écologique, mode de vie, démographique, etc. Et dans le sens que nous portons sur Prospective, c'est vraiment la projection à long terme et d'anticiper les impacts des transitions sur les territoires. Donc, dans notre cas, cette nouvelle fabrique prospective se dénomme Site industriel de demain. Elle avait pour objectif d'accompagner 8 intercommunalités de façon individuelle et collective dans l'identification de pistes d'aménagement et de gestion de leur site clé en main afin qu'ils deviennent le site industriel de demain, vitrine de la relocalisation industrielle post-crise sanitaire et écologique. En ce qui concerne les 8 sites industriels, les 8 intercommunautés, il s'agit de la communauté de communes du Pays de Coquelicot sur le site clé en main Henri Potet. Il s'agit de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine sur le site clé en main Terre de Montereau. Il s'agit aussi de la communauté de communes de Vierzon-Sologne-Berrerie sur le parc technologique de Sologne, la communauté d'agglomération de Provence-Alpes-Agglomération sur la plateforme Arkema dans le 04, la communauté d'agglomération du Garaud-Danien sur l'OZ2, donc l'Occitanie Zone économique de Marcel Boiteux. Il s'agit de la communauté d'agglomération du Niortais sur les Pierrailleuses, la communauté de communes de Villiers-Boulogne sur l'espace vie atlantique et la communauté Lannion-Trégor communauté sur le site Orange Labs Nord. Mais je reviendrai dessus sur la spécificité, il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous le disais, cette fabrique prospective, comme toutes les autres, c'est à la fois un accompagnement local, sur mesure, et un accompagnement national, collectif. Les 8 intercommunalités qui ont été accompagnées sont couvertes par un territoire d'industrie. Le dispositif de la fabrique prospective s'est déployé sur un de leurs sites clés en main de chacune de ces intercommunalités volontaires. Chaque site a été représenté par un binôme référent élu. Donc, il s'agissait la plupart du temps du vice-président développement économique.
et d'un binôme référent technique souvent composé du directeur développement économique et aménagement du territoire, ce qui était vraiment intéressant parce que ça a permis d'avoir un regard double sur la question des zones industrielles. Chaque référent élu a constitué un groupe de travail local diversifié qui a été constitué pour un tiers par des industriels, ou plus parfois, mais aussi des services de l'État, chambres de commerce, associations environnementales, etc. Et le prestataire, Rambol, qui a été sélectionné pour l'animation de cette démarche, a accompagné chacun de ces groupes de travail local, à la fois sur une vision long terme, sur ce qu'ils souhaitaient pour demain leur site industriel, sur des enjeux tels que la mutabilité, la réversibilité du bâti, du foncier, l'évolution et la conciliation des usages, la transition écologique et enfin les enjeux de gouvernance et d'animation de ces sites clés en main. À partir donc de cette vision de long terme, les territoires ont constitué une feuille de route qui réunit les étapes, les actions de court et moyen terme pour atteindre à long terme cette vision. Et donc, pour vous donner une idée des feuilles de route qui ont abouti, des priorités qui ont été identifiées par chacun des territoires, je vais vous faire un peu un récap de ces différentes priorités sans préciser sur la commune de Vierzon et de Villeboulogne qui seront précisées plus tard. Mais par exemple, en ce qui concerne la communauté de communes du Pays de Coquelicot, le site était celui de Henri Potet, donc c'est un territoire qui se trouve dans la Somme, à proximité de la petite ville d'Albert. C'est un territoire qui a été touché grandement par la crise de la Covid-19 sur un territoire qui était, où l'aéronautique est dominant. Et donc, sur ce site, vraiment, les enjeux ont été celui de l'aménagement de la zone, de faire quelque chose d'esthétique, de mettre en valeur la ressource eau, à la fois en termes d'aménagement, mais aussi dans la prospection économique, de vraiment d'améliorer la liaison du centre-ville avec ce territoire et aussi toute la question de l'animation. En ce qui concerne la communauté d'agglomération du Niortais, le site clé en main qui a été accompagné est celui des Pierrailleuses. C'est un site qui se trouve vraiment dans un territoire rural qui reste à proximité de Niort, une quinzaine de kilomètres. C'est un site qui est sur une zone Natura 2000, ce qui implique donc de nombreuses réglementations environnementales. Les sujets qui ont été particulièrement traités, c'est celui de la mobilité, des salariés qui doivent se réunir sur le site, en sachant qu'il s'agit, la principale activité sur le site est l'entreprise Poujoula, qui est centrale avec tous ses sous-traitants, avec des salariés qui ont des difficultés à venir sur le site. Donc, c'était vraiment un sujet important. La question des déchets aussi. Et enfin, la fabrique a permis d'aboutir à une association d'entreprises sur le site. Ensuite, en ce qui concerne Melun-Val de Seine, c'est un site qui se trouve pareil à proximité de Melun, mais qui reste assez excentré, où l'aéronautique est dominant, ainsi que les activités logistiques. Il s'agit d'un site qui se trouve vraiment au milieu des champs de betteraves et qui donc pose aussi des questions de mobilité, d'aménagement du site, comment créer des espaces de convivialité sur le site en termes d'aménagement. Et la question des services de manière générale. Ensuite, en ce qui concerne l'Agnon Trigger Communauté sur le site Orange Labs Nord, c'est vraiment un site qui a été cédé progressivement ces 3 dernières années par Orange à l'intercommunalité. Et donc, il y a vraiment un enjeu de reconversion du bâti de ce site et de réfléchir. Et l'objectif était vraiment de réfléchir avec les entreprises, avec Orange, qu'est-ce qu'on veut de ce bâti, comment on veut le reconvertir. Et il y a vraiment eu la volonté de reconvertir ce bâti, mais de manière exemplaire, esthétique et en adéquation avec les exigences de cadre de vie, mais aussi écologiquement parlant, dans l'idée avec le développement d'un futur campus universitaire sur la zone. Ensuite, sur Provence-Alpes Agglomération, il s'agit d'un site qui a été créé pendant la Première Guerre mondiale pour répondre à un besoin de production de chlore. Donc, c'est vraiment un site à dominante chimie, d'activité industrielle chimique,
Les sujets qui ont été traités sont plutôt ceux de la formation, du recrutement, l'optimisation du foncier aussi, de pouvoir accueillir et prospecter des activités économiques qui correspondent aux réglementations sécuritaires du site, et aussi de répondre aux promesses du site clé en main en termes fonciers. Ensuite, en ce qui concerne la communauté d'agglomération du Garaud-Danien, sur le site de l'OSE2 Marcel Boiteux, donc qui a accolé au site nucléaire de Marcoule, c'était vraiment un enjeu lié aux spécificités nucléaires, étant donné que une partie du site de l'OSE2 Marcel Boiteux est sous un bail amphithéotique du CEA. Donc vraiment, il y avait ces enjeux-là de simplifier les implantations des entreprises et d'évoluer sur l'imaginaire, sur l'attractivité de ce site qui se trouve de façon un peu excentrée dans le Gard. Donc, je laisserai ensuite la parole dans quelques instants à Vierzon et à Villiers-Boulogne, mais je voulais vous... à partir des 4 axes de réflexion qui ont été traités à la fois en local et en national, je voulais vous montrer comment les 8 intercommunalités s'étaient emparées de ces sujets de réflexion, et il me semblait que c'est un enseignement en soi de voir comment ceux-ci ont été traités. Donc, par exemple, en ce qui concerne la question de la mutabilité et de la réversibilité, donc, qui a été traitée à la fois la mutabilité et la réversibilité du bâti, mais aussi du foncier, on se rend compte que, en ce qui concerne en tout cas le bâti, ça a été une question qui a été beaucoup plus traitée dans une approche de reconversion de bâtis vacants, et beaucoup moins dans une approche proactive de dire on va construire un bâti et on va anticiper les vies futures, l'évolution des usages de ce bâtiment, à l'exception de Vierzon qui a un peu plus traité ça. Donc, en tout cas, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une nécessité de s'approprier de ces concepts de mutabilité, réversibilité, et qu'il s'agit de la thématique de réflexion qui a été la plus difficile à s'emparer par les territoires. En ce qui concerne l'évolution et la conciliation des usages, ce sujet-là a vraiment été traité à la fois dans la conciliation et l'évolution des usages en termes de fonctions économiques, donc vraiment avec la question de la diversification des activités économiques accueillies. Ça a été un sujet qui a été particulièrement traité sur l'OSE2 Marcel Boiteux et celui de la plateforme Arkema spécialisée en activités chimiques. Donc vraiment, est-ce qu'il faut mieux se spécialiser sur la thématique d'origine ou bien diversifier, et la difficulté en fait de faire cohabiter ces différentes fonctions économiques. Donc vraiment, ça a été une réflexion qui est revenue régulièrement, en particulier sur ces 2 sites. Et enfin, ce sujet a été aussi beaucoup traité avec le besoin dans tous les sites, sans exception, du besoin du développement d'une offre de services. Elle s'est posée en particulier au regard d'une offre existante dans le centre-ville, souvent voisin d'une petite ville ou d'une ville moyenne, et comment la développer sans faire concurrence au centre-ville, mais aussi avec ce besoin d'améliorer le cadre de travail en fait, des salariés de ces 8 sites. En ce qui concerne la transition écologique, c'est un sujet qui a été véritablement traité pendant cette fabrique, presque dans la majorité des 8 sites en tout cas. Elle a été traitée à la fois, et ce que je trouve à titre personnel innovant, donc vraiment en question esthétique, comment le site s'intègre en termes dans le paysage et même en termes de biodiversité. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a été traité dans au moins la moitié des sites. En ce qui concerne aussi la gestion économe du foncier, aujourd'hui, toutes les intercommunalités sont confrontées aux ZAN, et donc vraiment la réflexion de comment optimiser son site par son bâti, par l'organisation des activités économiques et industrielles. Ensuite, la question de production locale d'énergie, c'est un sujet qui est revenu souvent comme quelque chose qui était important, parce que l'autonomie énergétique était un enjeu pour à la fois les acteurs publics, mais aussi les entreprises, mais plus difficile à s'en emparer. Et enfin, souvent, il est revenu la question de la gestion collective des déchets, sans forcément en venir à une démarche de IT, mais qui est revenue dans la majorité des sites. Enfin, le dernier axe, celui de la gouvernance et de l'animation, l'expérience elle-même de la fabrique prospective
a permis de traiter ce sujet-là parce qu'il réunissait des acteurs diversifiés, publics et privés, des aménageurs, des utilisateurs, ce qui est un enseignement en soi et de la plus-value de ces rencontres-là. On a pu observer que dans certains groupes de travail locaux, il y avait vraiment des entreprises pionnières, à la fois parce qu'elles avaient elles-mêmes avaient lancé un nouveau type de service, à l'initiative, par exemple, de colocation partagée pour leurs salariés ou de livraison mutualisée, etc., et qui étaient à l'initiative de la feuille de route de la fabrique prospective. Donc, on voit vraiment l'importance des relations avec ces entreprises-là pour les acteurs publics. Et enfin, la fabrique prospective, elle aboutit soit à des choses très formelles comme des associations de zones ou bien des gouvernances plus informelles sur le territoire, mais qui a permis quand même parfois de redynamiser l'animation de cette zone-là. Donc voilà, en tout cas, je vais passer désormais la parole à monsieur René, vice-président en développement économique de la communauté de communes Vierzon-Solonne-Méry, et puis ensuite à monsieur Pouplain de la communauté de communes Villy-Boulogne, qui vous permettront d'approfondir un peu ces différents axes et comment ils ont été traités dans leur territoire. Donc voilà, je vous remercie par avance. Merci Julie. Ouais, c'était pour refixer un petit peu le cadre de notre communauté de communes qui est assez récente, entre guillemets, en tant que telle, puisqu'on a fusionné il n'y a pas si longtemps, en 2020, pour rattacher toute la partie est de Vierzon. Je démarre, hein, on rattrapera en chemin, mais voilà, aujourd'hui, notre communauté de communes qui a 15 ans, qui est née en 2013 suite à la fusion de Vierzon et de toute la partie ouest, donc les 10 communes attenantes sur la partie ouest. Massé est arrivé pareil en 2020. Donc, on a une communauté avec 16 communes, puisque Nançay est parti début 2021. Nançay, pour donner un exemple, était au-dessus de Neuvy, donc était le plus éloigné, je dirais, de toute la communauté, donc a souhaité se rapprocher d'une autre communauté de communes, ce qui est complètement logique, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec 16 communes, avec Vierzon-Ville-Centre, et sur lequel on a un bassin aujourd'hui qui représente 39 000 habitants, et sur lequel on a souhaité étudier le projet fabrique prospective, puisque à Vierzon, on a un parc technologique qui représente 87 000 hectares qu'on a commercialisé et sur lequel on a démarré déjà des chantiers et on a le questionnement aujourd'hui de ce que va être le futur, puisqu'on a un passé je dirais industriel assez glorieux au niveau de l'industrie métallurgique sur Vierzon, mais qui a aussi eu des difficultés à un moment donné et qui nous a retrouvés, enfin, qui se retrouve aujourd'hui avec des friches industrielles assez conséquentes. Et c'est poser la question pour nous, on parlait de mutabilité tout à l'heure, c'est un élément clé du sujet, c'est comment se réapproprier les bâtiments, les surfaces pour les remettre soit à niveau, soit de les recommercialiser et de trouver un vecteur pour avancer et pour proposer, je dirais, on parlait de raréfaction des terrains, c'est aussi un enjeu majeur qui va nous arriver sur les 10 prochaines années, c'est qu'une fois qu'on aura tout commercialisé, il va falloir retrouver des projets, retrouver du terrain, retrouver des bâtiments pour pouvoir soit les remettre en ordre de marche, soit leur trouver une autre destination. Donc voilà pour le premier slide sur l'introduction de la communauté de communes. Le deuxième slide, c'était notre position géographique. Donc j'entendais tout à l'heure que c'est vrai qu'aujourd'hui, Vierzon
on est sur un secteur central avec un axe ferroviaire, avec des axes autoroutiers, et c'est pas pour autant que toutes les industries du transport ou du logistriciel se sont installées sur Vierzon. Bien au contraire, on a été délaissé pendant un certain nombre d'années alors qu'on a un tronçon. Bon, si on voit la carte entre Vierzon-Paris, alors c'est pas 1h15 en train, c'est 1h45. Parce que 1h15, ça fait un peu trop juste, mais voilà, on a été très longtemps délaissés sur ce parcours-là. Aujourd'hui, les entreprises sont plutôt en train de se décentraliser et de chercher sur les bordures extérieures de Paris, entre guillemets, puisqu'on est quand même qu'à 1h45 en train et à 2 heures de route. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de rebondir. Parce qu'on a des terrains disponibles, on a des échangeurs autoroutiers, on est à proximité de tout et loin de rien, mais bon, voilà, on essaye de se doter de nouvelles industries sur notre territoire. Alors, on essaye comment dire, d'être un peu hétéroclite, je ne sais pas si on pourrait dire ça. On essaye de mettre des industries du numérique, des industries logistricielles, des industries de la métallurgie, des différentes industries qui pourraient venir sur notre territoire. Donc on ne s'est pas spécialisé dans un secteur donné. L'histoire nous a donné une bonne leçon sur le fait de tout miser sur l'agricole, par exemple, mais la métallurgie agricole sur Vierzon, ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a tout sous-tressé ou quand on est parti à l'étranger, on s'est retrouvé avec plus rien. Donc aujourd'hui, on essaye de diversifier un petit peu notre proposition, que ce soit sur les terrains, sur les bâtiments, sur notre approche de ce que sera demain les bâtiments. Et donc, on s'est permis on verra certainement sur les prochains slides avec la fabrique prospective, d'amener certains constats vis-à-vis de notre zone industrielle. Donc la zone industrielle sur laquelle on a décidé de réfléchir, qui est le parc techno de Sologne, qui est sur la rocade nord, donc de Vierzon. Donc comme je le disais, 87 hectares. Aujourd'hui, elle est presque complètement commercialisée. On a 2 sites majeurs qui sont déjà implantés, enfin Ledger, pour ne pas les citer, qui est la licorne du numérique, avec tout autour de cette activité numérique, des entreprises qui s'installent et qui viennent apporter du complément sur les parties numériques. Aujourd'hui, on a un gros projet de centrale logistique, ou logistricielle, avec la société Virtuo. Et on a un complément, un agrandissement d'entreprises vierzonaises qui viendrait aussi s'installer sur le parc techno, qui est la société Jacobi, qui veut proposer et développer une activité qu'elle fait sous-traiter à l'extérieur. Donc, elle réinternalise, entre guillemets, son activité et vient compléter son offre aussi sur l'Europe. Donc ça, c'est des projets majeurs qui sont complètement différents, mais qui vont nous apporter une visibilité, je dirais, sur le long terme, et qui va nous apporter aussi un peu plus de sérénité en termes d'emploi. Et voilà, parce que ce sont des projets majeurs qui sont vecteurs d'emploi. Donc voilà, sur cette partie-là, on est très engagé. Et je pense que les industriels, d'ailleurs, sur le parc techno, étaient très engagés pendant ces séminaires, notamment avec le cabinet Rambol et la fabrique prospective. On a eu un très, très fort engagement des industriels qui sont déjà sur place et des industriels qui sont sur d'autres zones de la communauté de communes, puisque ce qui peut être fait et réalisé dans l'une peut être copié-collé entre guillemets sur l'autre, parce qu'on parlait de transport, de services complémentaires, alors que ce soit garde d'enfants, que ce soit des services de repas, de mutualisation, de tout ce qu'on peut trouver sur une zone. Et comme celle-là est toute neuve, la question se pose de que va être
comment va se développer notre zone demain, et puisque de toute façon tout est à faire, même si on est sur une rocade, on est sur l'extérieur de Vierzon, donc on n'est pas forcément connecté à la gare de Vierzon, on n'a que la connexion autoroutière qui est la plus proche. Donc après, voilà, se posent des questions d'ordre de service et de tout ce qu'on peut apporter sur cette zone-là pour qu'on arrive à que les gens se sentent bien sur le parc et qu'ils puissent prospérer tranquillement. Donc là, on s'était dit avec Victor Texera, le responsable technique, je dirais, sur cette zone, qu'on partagerait les tâches. Je ne sais pas s'il est disponible. Donc là, juste pour résumer, on voit plusieurs zones puisqu'on a phasé un petit peu la commercialisation. Donc toute la phase 1 est commercialisée jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et donc la phase 3, alors la phase 2, ce sont des terrains annexes à la logistique. On a notamment un resto routier, enfin c'est plutôt un resto d'entreprise qui est en train de s'installer là. On a un lavage de camions, on a tout ce qui est, on parle du gaz, mais on a une station gaz et une station hydrogène qui sont en train de s'installer aussi sur la phase 2. Donc c'est tout ce qui peut être annexe, je dirais, au poids lourd, puisque à la base, on s'était sur cette phase, la phase 2 était principalement axée sur le poids lourd et le transport, puisqu'on est sur une rocade et on n'a pas lieu de passer en centre-ville, donc on pouvait tout externaliser et tout mettre en bordure de ville. Donc la phase 3, c'est la phase virtuo, donc tout l'ensemble d'un seul tenant, parce qu'au départ, on avait découpé la parcelle et on avait fait des terrains particuliers, mais du coup, là, on commercialise l'ensemble avec la petite encoche sur la droite de la phase 6 pour pouvoir réceptionner et pouvoir faire le tour du centre. Et la phase donc 4, c'est la phase Jacobi, qui va être en partie, je dirais 80%, va être prise sur ce terrain-là. Ce qui nous amène à la phase 5, qui a été aujourd'hui gelée, parce que dans le questionnement des grands projets arrivent aussi les compensations qui sont amenées à être prises en compte. Donc on a été obligé de réfléchir à trouver des terrains pour compenser ça y est, je l'ai mangé, l'artificialisation des sols. Et donc, la phase 5 a été gelée complètement au profit de Jacobi et de Virtuo pour pouvoir leur proposer donc de réaménager un poumon vert, entre guillemets, puisque c'est l'objectif, c'est de rendre, de sacraliser un petit peu ces terrains-là. Donc, on ne pourra jamais plus rien y faire. Et bon, après, ça sera mis en gestion d'une organisation qui va s'en occuper et qui va redonner vie au terrain. Donc voilà un petit peu sur cette activité-là. Et ça, c'est le résultat donc, de la fabrique prospective avec le cabinet Rambol. Les priorités qui ont été annoncées et qui sont revenues le plus régulièrement sur les thématiques et sur les séances ou les séquences qu'on a menées ensemble avec les industriels, avec la communauté de communes, avec toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet-là. Donc on revoit la priorité numéro 1, en plus on est en plein dans cette questionnement aujourd'hui, c'est que quand on n'a pas d'essence, c'est un peu compliqué d'aller d'un endroit à un autre. Donc là, le questionnement s'est posé sur l'accès du centre-ville avec cette zone qui est située sur vraiment les extérieurs. Et même si on peut amener des solutions de mobilité plus vertueuses, on reste quand même lié
fortement à l'automobile. Donc après, voilà, est-ce qu'on peut remettre des lignes de bus? Est-ce qu'on peut proposer d'autres modes de transport? C'est voilà, un questionnement qui se pose pour les industriels comme pour nous, puisque voilà, on travaille main dans la main là-dessus, puisque tout ce qui est lié à la voirie, bon, c'est des traitements à voir au sein de la communauté de communes. La deuxième priorité, donc la qualité du cadre de travail. Donc là, pareil, on travaille essentiellement, puisqu'on la zone est entre une départementale et les portes de la forêt de Sologne. Donc voilà, on essaye de préserver cet environnement-là, ne serait-ce que pour ceux qui travaillent tout autour, de pouvoir se laisser le temps entre midi et 2 d'aller manger dehors sur des aires de restauration, de pouvoir faire une petite marche en forêt sans gêner et voilà, de revenir frais et dispo pour 14 heures. Voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche à développer, que les gens s'y sentent bien et qu'ils peuvent, il n'y a pas que de travailler au bureau, il y a aussi prendre l'air et puis revenir frais et dispo. Et la priorité numéro 3, donc, c'était la mutabilité. Donc ça, c'est aussi un enjeu qu'on a, puisqu'on a encore quelques friches sur notre communauté commune. Donc cette question entre les terrains, les bâtiments, la pollution des sols, qui a été amenée via différentes activités. Voilà, on a aujourd'hui ce questionnement parce que, vu la raréfaction des terrains qui s'annoncent, on se doit de réfléchir à imaginer à récupérer des terrains et de les recommercialiser à un moment ou à un autre. Ouais, donc bon, tout a été dit, on va dire, par Monsieur René. Donc c'est juste pour bien situer, c'est une zone d'activité qui est assez récente, hein, parce que l'arrêté de création est de 2008. On a divisé effectivement cette zone en 6 phases d'aménagement, 87 hectares. La première phase d'aménagement, on a pu commencer à la commercialiser, qui fait à peu près 10 hectares. On a commencé à la commercialiser en 2013. Donc, on est sur une zone vraiment, en tout cas, assez jeune. On a toute une partie sur la gauche, il y a marqué Maison de Pays aujourd'hui. C'est tout un complexe hôtelier et de restauration également. Donc, c'est des services effectivement qu'on apporte aux entreprises et pas que. Hein. On est vraiment à côté des échangeurs autoroutiers, donc aussi pour tous ceux qui passent sur cette autoroute et qui sortent de cette autoroute. Sur la partie sud, vous avez la ville de Vierzon, vous avez l'autoroute A71 en noir, et puis ensuite, sur la partie nord, vous avez la forêt domaniale de Vierzon qui fait un peu plus de 4500 hectares. Donc, voilà, l'enjeu aussi, on parle beaucoup de transition écologique, environnementale. En tout cas, pour nous, c'est un enjeu majeur et je dirais qui, dès le début de la création de ce parc d'activités, a été pris en compte du fait qu'on soit vraiment à côté de cette forêt domaniale et surtout ce qui est important, c'est le cadre qu'on souhaite y apporter et apporter aux entreprises et aux salariés qui y travaillent et qui travailleront aussi à l'avenir parce qu'on a des projets assez importants, en tout cas, qui devraient sortir de terre courant 2024. Sur la partie droite, vous avez une petite zone d'activité qui est l'espace Sologne et effectivement, le parc technologique de Sologne vient faire la jonction avec cet espace. Si on peut passer à la suivante, j'essaie d'aller vite. Donc effectivement, il y a des priorités en tout cas qui sont ressorties. À chaque séminaire, on a eu 4 séminaires locaux, on avait à peu près entre 20 et 25 participants. Donc ça, c'est voilà, une mobilisation assez forte. On avait effectivement un bon tiers en tout cas de chefs d'entreprise. Et puis ensuite, on avait des personnes avec des compétences différentes, mais
complémentaires les unes aux autres, en tout cas pour travailler sur cette fabrique prospective. On avait les services de l'État, on avait la sous-préfète également de Vierzon qui a quasiment à chaque fois participé. On avait en tout cas le service urbaniste de la collectivité, on avait la région, on avait directeur d'établissements scolaires. Donc voilà, on avait vraiment des complémentarités, des expériences diverses et variées, et ce qui a permis d'avancer certaines priorités, en tout cas par rapport à cette fabrique. Donc on voit bien la priorité 1. Alors là, on est plutôt, je dirais, sur la partie évolution et conciliation des usages. Donc aussi bien pour la priorité 1 et priorité 2. On a énormément travaillé sur l'accès, renforcer l'accès au centre-ville, notamment sur les solutions de mobilité. Centre-ville, on va dire à vol d'oiseau et à peu près à 2 km, donc c'est pas si loin que ça. Et le centre-ville de Vierzon est labellisé Action Cœur de Ville, donc il fallait absolument qu'on travaille avec l'aménagement, on va dire, du parc technologique de Sologne et également le centre-ville de Vierzon, en sachant qu'on a la gare de Vierzon également qui est en centre-ville, donc qui est un élément moteur qu'il ne faut pas négliger. Plusieurs sujets de mobilité, donc notamment tout ce qui est lié au vélo et trottinette. Donc, alors il y a beaucoup d'idées qui sont ressorties, donc c'est ça qui est bien. Après, il faut essayer de canaliser un peu tout ça et puis de pouvoir avancer. Alors, on a des choses qu'on pourra faire, je dirais, assez rapidement, d'autres un peu moins vite. Souvent pour des questions de budget, bien évidemment. Donc, il y a eu des sujets sur l'installation de box, le prolongement de la ligne de bus. Alors, on a une ligne de bus qui s'arrête pas très loin, donc à peu près à 800 mètres, 1 kilomètre à peine, on va dire, de la zone d'activité. Alors, c'est pas si loin et c'est loin en même temps. Donc, je dirais la délégation de service sur les bus doit se terminer, je crois que le marché doit se terminer fin 2023, début 2024. Donc, on est en train de regarder pour prolonger en tout cas cette ligne de bus. Ça a un coût assez conséquent, mais voilà, je pense que le jeu en vaut la chandelle, en sachant qu'aujourd'hui, on a des implantations d'entreprises sur ce parc, mais pas suffisantes pour, je dirais, engager cette dépense. Je pense que d'ici 2 ans, les choses devraient évoluer parce que les 2 projets importants que l'on a sur ce parc, en cumulé en nombre d'emplois, on est entre 400 et 500 emplois supplémentaires. Donc voilà, je pense que là, la question ne se posera plus. Monsieur Texera, oui. Je vais vous laisser 2 minutes encore et après on passera à l'autre communauté de communes. Oui, je comprends, ça ne vous dérange pas. Non, il n'y a pas de souci. Donc tout ce qui est sécurisation et éclairage pour les balisages adaptés aux cyclistes. Donc ça, c'est des choses, voilà, sécuriser au maximum, essayer d'avoir des voies pour que les gens puissent circuler, que ce soit à vélo ou en trottinette. Je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, c'est à peu près dans toutes les zones d'activité aujourd'hui. Sur le renforcement de la qualité et le cadre de vie, donc amélioration des espaces extérieurs. Alors, c'est des choses que l'on fait, mais qu'on peut, voilà, on va continuer à améliorer au fur et à mesure des implantations des entreprises. La mise en place d'une crèche interentreprise, donc ça c'est très important aussi. C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué il y a 3 ans, 3-4 ans. On avait travaillé notamment avec des franchises hein, comme Crèche Attitude ou Harmonie Mutuelle. Bon, je dirais, il n'y avait pas suffisamment de salariés aujourd'hui pour pouvoir en créer une. Je pense qu'effectivement, les choses vont évoluer dans le bon sens, mais c'est un service qu'il faut vraiment apporter. Ensuite, voilà, proposer la vente des paniers de légumes. On a ce qu'on appelle un écopole alimentaire sur le territoire, donc on va certainement travailler avec eux pour apporter ce service aux salariés. Et puis, dernier point, sur la priorité 3, prendre en compte la mutabilité dans la gestion du foncier. Ça, c'est un élément important. On parle beaucoup
loi climat résilience, de ZAN. On fait très attention sur le foncier qui est commercialisé par rapport à la taille du bâtiment. Encore il y a peu de temps, sur un projet, on nous demandait 1 hectare supplémentaire sur les 5 qui ont été réservés pour éventuellement, voilà, si le marché se développe, on a refusé. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire attention sur ce que l'on commercialise, de ne pas trop commercialiser, mais commercialiser suffisamment. Et puis également sur le bâti, notamment la mutabilité, ça c'est hyper important de ne pas se retrouver demain avec des friches industrielles. Donc voilà, ça c'est des informations et qu'on travaille dès le début sur les projets. Il faut savoir qu'on a un cahier des charges prescription architecturale et paysagère également, qui n'est pas que de la préconisation, hein, c'est vraiment indexé au permis de construire. Donc, et on aborde en tout cas tous ces sujets sur ce CPAP. Je suis désolé d'avoir pris les choses un peu tardivement, mais voilà, j'ai essayé de faire le tour très rapidement. Et puis, Non, merci pas en de tout cas de nous problème. avoir laissé la possibilité de témoigner et d'apporter en tout cas tout le travail qui a été fait depuis 1 an, quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais passer la parole maintenant à Antoine Pouplin, donc, qui travaille au développement économique de la communauté de communes Vie et Boulogne. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Vie et Boulogne, donc on travaille en effet sur la fabrique prospective pour plusieurs choses. On avait donc la carte d'identité un petit peu de l'EPCI, on est situé sur le département de la Vendée, région Pays de la Loire, dans l'ouest de la France. Donc nous sommes une communauté de communes issue de fusion de 2 communautés de communes, donc la communauté de communes Pays de Palau et la communauté de communes Vie et Boulogne. Donc on est désormais 15 communes sur un total d'habitants d'environ 45 000 habitants. En termes d'entreprise, on en a environ 3 300 sur le territoire, avec les spécificités du territoire, une hausse démographique assez forte puisqu'on gagne environ 500 habitants par an. Donc, on a une hausse démographique à la fois endogène et exogène avec l'immigration de population. Donc, président Guy Pissonneau, notre vice-présidente Mireille Hermouet, qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Donc sur le territoire de Vie et Boulogne, on a un pôle, on a 2 grands pôles, enfin plusieurs grands pôles économiques, mais on est sur la ville d'Esnay, le port est sur Vie-Belvigny, traversé avec des 2x2 et puis aussi une gare sur Belvigny, un accès ferroviaire. Sur le territoire et la zone plus précisément d'Espace Vie Atlantique, donc on est en périphérie de la ville d'Esnay, sur l'axe La Rochelle-Saint-Nazaire, avec aussi l'axe qui longe la côte vendéenne. On est sur une zone qui a été créée en 2004, dont on a environ 40 hectares, avec une partie sud et une partie nord, entre les 2x2. Donc, les activités présentes, c'est assez multithématique. On a plutôt vocation à faire du transport, de la logistique. On a plusieurs transporteurs sur le site. Et puis ensuite, des artisans, même des PME, parce qu'on a de la fabrication. On a des menuisiers, on a des agenceurs. On a un petit peu de tout. Et on a également une pépinière d'entreprise sur le site d'Espace Vie Atlantique qui nous appartient. Donc, au niveau des enjeux, on avait vu le développement d'une offre de service, la gestion collective des déchets, et puis également des problématiques au niveau de la gouvernance des zones d'activité. Donc, par rapport aux actions qui ont été priorisées, par rapport à l'offre de service, on a travaillé sur plusieurs choses avec le cabinet Rambaud également, et puis avec un groupe d'entreprises. On a fait un format assez limité au niveau du groupe de travail. On était donc entreprise, un peu plus d'un tiers, élus, un peu moins d'un tiers, et puis après technicien, donc avec les partenaires également. On a travaillé sur l'offre de restauration, donc on n'avait aucun restaurant sur la zone d'activité, on avait peu d'offres également en livraison, il y avait une demande au niveau de la restauration. Donc on a eu des échanges avec les élus qui au départ étaient plutôt pour renforcer l'offre de restauration centre-ville et puis de créer par contre des espaces de restauration extérieurs. Donc on travaille là-dessus pour réaliser des espaces pique-nique. Donc on est un petit peu aussi sur le bien-être des salariés puisqu'on avait des espaces verts mais qui n'étaient pas forcément très bien aménagés. Donc on est en train de travailler là-dessus avec l'installation de ces espaces pour la saison prochaine. Au fil des discussions, il s'est avéré qu'on a désormais un projet de création de restaurant, donc brasserie, sur le site, que l'on est en train d'étudier.
Donc, voilà, il y a une modification aussi au niveau des élus. Ça a permis de faire travailler les élus sur cette stratégie-là, à savoir si c'était possible de soit densifier l'offre plutôt en centre-ville, soit de créer un point de restauration aussi dans ce pôle-là. Donc là, on est en train de travailler à la fois sur la partie restauration extérieure, plus un projet de restauration sur la zone. Donc voilà, un petit peu les idées là d'emplacement de restauration. Donc on a une extension aussi qui a été faite avec un cheminement piétonnier, on voit, et puis une trame verte végétalisée. Donc on souhaite créer ce point central, un espace de restauration pour les entreprises de la zone, étant donné qu'elle est coupée avec une 2x2, donc on aura un espace de restauration au nord et un espace de restauration aussi au sud, un espace pique-nique. Sur la partie loisirs, sport, on avait travaillé, on avait mis des propositions de tournois interentreprises, de challenges sportifs. On a déjà un challenge qui existe qui s'appelle l'Indusrun, qui regroupe donc les entreprises qui le souhaitent donc pour une course qui a vocation caritative, avec les profits sont reversés à une association qui change à chaque fois, donc locale. Donc, on est déjà sur l'Indusrun, on va essayer de travailler un peu plus sur l'Indusrun, et puis après avoir, on a une salle de sport multisport qui s'est créée avec la création d'un lycée sur Esnay qui s'appelle l'Oméga, donc il y a peut-être voilà, des choses à faire là-dessus. Pas de projet défini, mais juste une proposition qui avait été faite. Valorisation d'un circuit qui existe, donc en effet, pour en profiter pour ensuite voilà, courir le midi ou être à disposition des salariés de la zone. La médecine du travail, on souhaitait mutualiser. Alors, c'était une grosse problématique et toujours actuellement, ça s'est un petit peu arrangé, mais compliqué, de mutualiser les visites médicales. Toutes les entreprises ont nécessité de faire des visites médicales, surtout les visites médicales de reprise. Et il s'avère que l'association qui gère les visites médicales sur notre secteur, le Restev, est un petit peu voilà, en difficulté par rapport au manque de médecins. Donc, on avait proposé la mutualisation sur une même journée, un même lieu, de toutes les visites médicales qu'on pouvait faire, hein, mais au niveau du pôle de la zone, voire des zones d'activité d'ESNE, donc pour centraliser et faciliter un peu le travail du Restev. On a eu un premier refus du fait de la pénurie de médecins qui ne permettait pas la participation du Restev. On est encore en train de travailler avec eux, parce que la direction a changé, de nouveaux médecins sont arrivés, donc on va voir si c'est faisable peut-être avec des infirmiers pour certaines visites médicales qui peuvent être faites avec les infirmiers, pas forcément les médecins. Donc voilà, il y a des choses sur le sujet. Au niveau de la qualité paysagère, biodiversité, il y avait l'axe aussi, un petit peu comme Vierzon, du cadre naturel, de la zone d'activité. On est sur une zone assez bocagère, donc on souhaitait maintenir cette partie bocagée. On sait qu'au niveau local Nord-Vendée, on a une chute, mais comme au niveau national de la biodiversité, on a une disparition des bocagères qu'on est en train par contre là maintenant de limiter via les réglementations, les nouvelles lois et puis aussi la prise de conscience des habitants et des entreprises. Donc on a le plan climat qui nous permet aussi de réguler un peu la chose et puis la stratégie un peu environnementale de la collectivité. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a contractualisé avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, pour travailler sur un accompagnement à la fois des espaces collectifs au niveau de la communauté de communes, donc tous les espaces collectifs, publics, espaces verts, donc pour étudier les réaménagements et évoluer un petit peu au niveau de cette gestion-là. Et on a proposé un accompagnement individuel gratuit pour les entreprises, pour une meilleure gestion de leur espace. Donc, ça va du mode de gestion, donc proposition d'amélioration, et puis tout ce qui est accompagnement de projet. Donc, on est à la fois sur les espaces verts, on est à la fois sur la qualité de l'eau, on est à la fois sur des projets participatifs, donc c'est assez large, on ne se limite pas, on verra en fonction des rendez-vous individuels avec les chefs d'entreprise ce qu'on peut faire. Donc, voilà, c'est un partenariat qu'on fait sur l'espace Vie Atlantique et qu'on va reproduire sur d'autres zones d'activité normalement l'année prochaine. Voilà, l'intérêt pour l'entreprise, voilà, améliorer les pratiques de gestion, économiser les frais de gestion, le site et l'image, évidemment. L'implication des salariés, on est sur des projets aussi partenariaux avec voilà, des associations locales. Et puis, pourquoi pas des projets en lien avec leurs salariés sur la création de ces outils de aménagement. Et puis, la démarche et les résultats aussi, on va faire des mesures et des relevés avant, après. Donc, on a quand même des objectifs quantitatifs qu'on s'est fixés, donc à la fois sur la biodiversité et la qualité de l'eau. Sur l'offre de service, sur la partie énergétique, alors c'est un gros sujet en ce moment. Ça l'était un petit peu fin d'année dernière et début de cette année, mais ça a explosé. Donc, on a fait en effet un accompagnement avec Horace, qui est une association un petit peu service annexe de la CCI Pays de la Loire, sur tout ce qui est maîtrise énergétique. Donc, on monte en compétence une dizaine d'entreprises sur cette maîtrise énergétique.
du profil énergétique de la boîte, analyse des consommations, analyse de la facturation, tableau de bord, outils énergétiques on va dire un peu domotique, on va dire. Et puis après, jusqu'à l'accompagnement individuel. Mais par contre, là, ça sera à eux de solliciter l'association pour ça. On est pour l'instant sur l'accompagnement collectif vis-à-vis de situations d'entreprise. Donc, on a rempli le groupe. On a déjà donc réalisé les premiers ateliers le 15 septembre et le 4 octobre. Il nous en reste un sur la communication et la sensibilisation des salariés. Donc, plutôt un groupe très intéressant et une opération qui est plutôt un succès. Donc, on souhaite reporter également sur 2023 avec un nouveau groupe. On fera des sessions d'une dizaine d'entreprises à chaque fois. Donc, parce que le contexte nous a clairement aidé, mais on a permis à certaines entreprises de limiter la casse par rapport à la partie financière, de prendre conscience de la partie énergie. Et ça, c'est vraiment un changement de mentalité. C'est vrai comme disait le formateur, on a conscience de la consommation d'eau. Quand on voit le robinet qui coule, on a envie de le fermer. L'énergie, c'est du diffus, c'est du non visible pour beaucoup. Donc, ça permet de se rendre compte vraiment d'actions qui ont des conséquences assez fortes en termes d'énergie et derrière d'euros, puisque les factures là, sont en train d'exploser. Donc, voilà sur la partie offre de services avec des actions, vous avez vu, qui continuent et d'autres qui sont un peu plus en discussion. Sur la partie déchets professionnels, alors on a en effet eu cette réflexion-là avec par contre, une problématique de compétences, puisque les collectivités, les comités de communes sont compétents sur tout ce qui est déchets ménagers assimilés. On intervient pour les particuliers, pas forcément et pas du tout d'ailleurs pour les professionnels, en tout cas pour une bonne partie des professionnels et industriels. On va intervenir plutôt sur la partie du petit particulier, du petit tertiaire, du petit commerce, où on est sur des déchets ménagers, enfin considérés comme ménagers ou assimilés. Donc là-dessus, on a eu une réflexion même en interne au niveau de la communauté de communes et voire politique au niveau des élus sur la partie déchetterie publique, puisque notre ancienne déchetterie était obsolète. Et donc, on a lancé un projet de déchetterie publique sur Esnay et sur la zone Espace Vie Atlantique. Donc, équipement beaucoup plus moderne, en effet, sécurisé. Et avec donc une ouverture prochaine, normalement, fin d'année 2023. Donc là, c'était plutôt pour la partie particulier, plus ces artisans qui ont des déchets considérés comme assimilés pour les ménages. Donc voilà un petit visuel de la future déchetterie et quelques visuels aussi avec quelques points de vigilance. On souhaite valoriser aussi le recyclage et le réemploi. Donc, on a eu des échanges avec les entreprises par rapport aussi à leurs craintes, puisqu'il y avait des craintes sur la qualité et la propreté de la zone. C'est vrai que quand les particuliers ramènent des déchets verts, on peut avoir des branchages qui partent à droite à gauche. Donc, on aura une vérification des agents déchetterie. La vidéosurveillance des accès déchetterie qui est en étude également. La qualité paysagère du site, bien de l'intégrer dans l'environnement pour éviter d'avoir un site qui soit en effet un peu désagréable par rapport à l'environnement. Et la valorisation des matières, le local de réemploi, ce qu'on disait juste avant. Donc, on a des partenariats avec une recyclerie qui existe. Et en parallèle, ça a fait aussi émerger un projet de déchetterie privée. Donc là, je ne vais pas vous en parler directement puisqu'on est sur un projet privé et puis je n'ai pas vocation à le présenter, mais on est sur l'accompagnement d'un projet privé de matériothèque et de déchetterie professionnelle porté par un privé qui serait le complément à notre projet de déchetterie publique, puisqu'on aurait à la fois la partie déchetterie publique pour les petites entreprises et puis une déchetterie privée qui serait plus à vocation d'entreprise moyenne ou grosse entreprise, avec valorisation, réemploi via une matériothèque et puis un projet d'entreprise qui est vraiment très intéressant et qu'on souhaite soutenir au maximum. Ensuite, alors le dernier point, l'animation et la gestion de la zone. Là-dessus, alors c'est un petit peu un paradoxe puisque tout le monde est intéressé pour mieux communiquer, coordonner les actions. Par contre, on va le voir quand on propose en fait une meilleure communication ou en tout cas un lien plus fort et puis surtout un référent parce qu'en fait on a alors, j'ai pas le calcul en tête, mais une trentaine d'entreprises sur la zone d'activité. Plutôt qu'éviter de faire 30 coups de fil, 30 mails, on souhaitait plutôt avoir un référent, un binôme. Là, on est plutôt avec des chefs d'entreprise qui regardent leurs feuilles et qui ne souhaitent pas aller au tableau. Donc, c'est le souci qu'on a. Alors, on a toujours des très bons contacts avec les entreprises. Après, par contre, caler une gouvernance spécifique, c'est un peu compliqué, en tout cas, pour la mise en place pour l'instant. Peut-être qu'on va partir sur des choses beaucoup plus simples. On va peut-être faire une réunion annuelle de zone.
des groupes WhatsApp par zone. Il s'avère qu'on a une 50aine de zones d'activité sur le territoire. Donc, il faut quelque chose qui soit aussi techniquement réalisable et puis pas forcément trop usine à gaz. Donc, c'est un peu compliqué sur le sujet. On souhaite mettre en place cette relation partenariale, en effet. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de référent. En tout cas, personne ne s'est proposé en tant que référent sur Espace Vie Atlantique. Par contre, voilà, on va, je pense, continuer nos rendez-vous annuels ou biannuels à voir, en plus des urgences ou des projets en cours. Hein, mais pour animer. L'animation des zones d'activité va être vraiment un enjeu. On le voit, on n'est plus du tout sur de la vente pure, puisque en fait, on ne va plus avoir beaucoup de terrain. Donc, il faut au contraire optimiser ce patrimoine au maximum, avoir nous aussi une gestion patrimoniale qu'on n'avait pas forcément. Des fois, on vendait du terrain, alors pas forcément sur cette collectivité-là, mais il s'avère que sur d'autres collectivités, on peut vendre du terrain pour juste voilà, gérer les budgets et puis équilibrer le budget lotissement. Donc maintenant, on n'est plus du tout sur ça. C'est vraiment un actif qui a de la valeur. Donc on va être plutôt sur du service, sur l'animation, mais c'est des choses qui sont parfois un peu compliquées à mettre en place sur des gros volumes de zones ou avec des partenaires qui peuvent être un peu plus consommateurs que acteurs de la zone d'activité. Voilà un petit peu le résumé de nos actions sur Espace Vie Atlantique, là où on en est actuellement. Donc, ça nous a permis un peu aussi, nous, en interne, de changer de mentalité ou de logiciel. Hein. On en parlait juste avant, le développement économique a changé en 10 ans. Ça a permis aussi de challenger nos élus sur plusieurs sujets. On l'a vu, la restauration, il y a eu des changements, la déchetterie, il y a eu des changements aussi. Donc, le lien avec les entreprises, les élus sont plutôt des élus de terrain également et sont souvent en contact des entreprises. Donc, ça permettait juste de cadrer et officialiser en fait, nos démarches en se mettant des timings. Donc, ça, voilà le souhait derrière. Une démarche plutôt intéressante qu'on pense en effet reproduire sur d'autres zones d'activité, plutôt des gros pôles. Sur des petites zones artisanales, on va faire quelque chose de plus souple. Mais sur d'autres pôles, ça peut être intéressant. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces exemples très concrets de ce qui a été mis en place sur votre territoire. Je vais passer à nouveau la parole à Julie d'Autriche pour finalement les principaux enseignements qu'on peut tirer de ces fabriques prospectives. Je vous laisse 10 minutes et après on passera à Mélusine Nico pour son témoignage en tant qu'architecte urbaniste. Alors, en parallèle de ces séminaires locaux que Monsieur René, Monsieur Texier, Monsieur Pouplin ont pu vous partager, avaient lieu des séminaires intersites, des rencontres nationales qui réunissaient à la fois les 8 territoires et les partenaires nationaux, Banque des territoires, Intercommunalité de France, CEREMA. Et l'objectif de ces rencontres nationales qui ont eu lieu donc depuis janvier 2021, c'était à la fois de faire du partage d'expériences sur les situations, l'accompagnement local de chacune des intercommunalités, de faire émerger et identifier des besoins pour les intercommunalités pour atteindre ce site industriel de demain et de co-construire des outils méthodologiques qui pourraient servir à l'ensemble des intercommunalités sur leur site industriel. Donc là, vous pouvez voir quelques photos des séances de travail qui ont eu lieu, qui étaient à Paris. Ensuite, en ce qui concerne, je voulais essayer de vous montrer les besoins qui ont émergé au regard des 4 axes des intercommunalités, donc pour les accompagner dans l'atteinte de ce site industriel de demain. Donc, en ce qui concerne je vais essayer aussi de répondre aux questions-réponses que j'ai déjà vues dans le chat. Je vais essayer de faire les deux. Donc, en ce qui concerne la mutabilité et la réversibilité, donc pour les bâtiments, il y a vraiment le besoin pour les intercommunalités de traduire ce concept à la fois par la mise en place de démonstrateurs pour démontrer aux industriels et aux intercommunalités la possibilité, l'existence de ce bâti mutable et réversible, et parfois pour un coût qui est similaire à celui actuel, d'accompagner les EPCI dans la rédaction des SCP en intégrant ces concepts, et enfin de mobiliser les professionnels concernés, donc c'est surtout les architectes, sur la recherche sur quel pourrait être ce type de bâti. En ce qui concerne le foncier, c'est vraiment un besoin d'accompagnement sur la recomposition des espaces économiques. Là, on parle surtout à l'échelle d'une zone, mais à l'échelle d'un territoire, comment faire ce jeu de tiroir des sites pour
requalifier un site et redéplacer certaines entreprises, identifier certains espaces prioritaires pour l'accueil d'activités plus nuisibles sur des sites excentrés et plus proches des centres-villes, des activités plus banales. Donc, ça fait le lien sur la question de l'évolution et la conciliation des usages. Donc, en ce qui concerne la conciliation des activités économiques, il y a vraiment cette idée de prioriser, d'accompagner les intercos dans la priorisation de certains sites avec certaines activités et d'éviter les conflits d'usage. Donc, les accompagner à la fois dans leurs documents d'urbanisme, d'aménagement, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment, sur toutes les zones, il y a ce besoin de déployer une offre de service, mais tout en ayant bien en tête le fait qu'elle soit intégrée et optimisée. Donc, l'idée même du modèle économique, développer des solutions mutualisées qui ne soient pas totalement à la charge de l'intercommunalité, penser aussi des mobilités, mais qui soient décarbonées, mais aussi des solutions de restauration. Dans le chat, je crois qu'il y avait une question sur la connexion avec le centre-ville, et vraiment, il y a quelque chose essayer de créer une offre de restauration qui soit bien sûr complémentaire, ou en tout cas différente de celle qu'il y a dans le centre-ville. Donc, il y avait l'idée aussi, par exemple, à Lannion, de distinguer les activités nocturnes et diurnes, d'avoir pas les mêmes lieux, mais aussi vraiment aussi de déployer des solutions qui soient parfois mobiles et qui permettent de valoriser l'offre existante du territoire, par exemple avec des food trucks qui se déplacent de zone en zone et que chaque jour, il y a un commerçant qui puisse valoriser son offre de restauration, par exemple. C'est en tout cas les besoins qui ont émergé. Et pareil, même dans l'aménagement du site, d'intégrer dans son aménagement, dans les interstices des industries, de pouvoir avec des lieux de détente, avec des usages récréatifs, une table de pique-nique, par exemple, des choses toutes simples qui ne coûtent pas forcément très cher pour une intercommunalité, mais vraiment d'avoir ça en tête. En ce qui concerne la transition économique, pareil, je rebondis sur une des questions qui ont été posées. Comme je disais tout à l'heure, en tout cas, la question énergétique, c'est un des sujets qui a été la plus difficile à s'emparer pour les intercommunalités. Donc, il y a un fort besoin là-dessus. Donc, c'est à la fois pour les intercos, comment inciter leurs industries à intégrer dans leur bâti, dans leur process, la transition énergétique, et donc les inciter éventuellement fiscalement, financièrement sur ces démarches-là. Et puis, de manière plus générale, ce besoin de systématiser l'analyse du potentiel énergétique des zones et d'avoir vraiment, pourquoi pas, proposer des conseils énergéticiens aux entreprises dans la création de leur bâti en intégrant les questions d'autonomie énergétique. Enfin, sur la question de l'animation et de la gouvernance, il y a le besoin de dépasser une animation qui concerne uniquement la question de la prospection économique, mais qui intègre vraiment des questions d'aménagement durable et de former donc les acteurs concernés, que ce soit élus ou techniciens, et de faire monter en compétences, en particulier les développeurs économiques sur ces questions-là, et d'avoir une question d'aménagement plus transversale des zones économiques. Et enfin, donc, de généraliser et diffuser cette approche intégrée en matière d'aménagement durable des zones dans des réseaux dédiés, dans des cycles de formation, etc. Donc, voici les besoins qui ont émergé, qui ont été identifiés lors de ces rencontres nationales. Je voulais vous montrer si j'y arrive. Voilà. Et à partir de ces besoins, donc tout au long des rencontres nationales, il y a un certain nombre d'outils méthodologiques qui ont été construits par les participants du COPIL. Donc, il y a à la fois la checklist de l'aménageur, qui sont les grandes questions à se poser lors de l'aménagement d'une zone. Donc, comment intégrer est-ce que j'ai bien intégré le concept de mutabilité et réversibilité dans mon cahier des charges? Est-ce que j'ai pensé à l'accessibilité de mon site? L'offre de restauration qui sera nécessaire à mettre en place? Celle qui peut être mobilisée en centre-ville, etc. Un certain nombre de questions. Ensuite, il y a eu celui du portrait robot du site industriel idéal de demain. Donc, les grands critères qu'il faut avoir en tête qui permettent d'atteindre ce site industriel de demain, donc qu'il soit optimisé, accessible, bas carbone, réversible, etc. Et enfin, il y a un diagramme que le prestataire avait mis en place, construit avec les participants, pour diagnostiquer en fonction de la complexité de chacun de ces critères du portrait robot et de la capacité de mise en œuvre des EPCI, qui devaient placer, selon donc, complexité, leurs moyens, leurs ressources déjà présentes, et pour identifier là où il y a plus besoin d'accompagnement, d'ingénierie sur certains points. Donc, ça permet un micro-diagnostic, disons.
Donc, en tout cas, Benoît vous le présentera certainement en conclusion, Benoît Mangeot du programme Territoire d'Industrie, donc de la synthèse qui a été réalisée de ce travail. Prochainement, à la fin de l'année, il y aura vraiment un document, une publication de valorisation complète qui permettra de reprendre tous ces enseignements et qui détaillera les 3 outils méthodologiques que je viens de vous présenter. Donc voilà, là, la suite à venir. Et pour finir, je sais qu'on est pris par le temps, mais je vais juste passer la parole au programme Territoire d'Industrie un peu pour donner la suite de la fabrique site industrielle pour le programme. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Julie. Je vais faire très court dans tous les cas. Donc, vous dire que ce travail, nous, côté programme, donc Territoire Industrie, déjà, donc, il a servi, donc on a pu comme ça avoir un accompagnement sur 8 territoires d'industrie en France. Et donc, on espère que les travaux, de ce qu'on voit, c'est en bonne voie pour aboutir sur des résultats concrets sur ces 8 sites industriels clés en main. Et nous, le travail, donc, comme l'a dit Julie, il y a une courte note que je vais vous partager là dans le chat qui a été réalisée d'une dizaine de pages avec de premiers éléments sur, par exemple, le phénotype du site industriel de demain dont parlait Julie, donc pour recadrer les premiers éléments et les premiers enseignements de la fabrique prospective. Julie l'a dit, il y aura une publication d'ici la fin de l'année là sur les résultats, tous les résultats de la fabrique prospective qu'on partagera à tout le réseau territoire d'industrie, en espérant que ça puisse aider certains territoires à se pencher sur ces questions et donner quelques éclairages pour requalifier les zones d'activité industrielles de demain. Et puis vous dire que dans le cadre du programme Territoire Industrie, donc, qui a été lancé donc, fin 2019, il y avait le temps 1 2019-2022. Là, on est en train de prévoir le temps 2 du programme Territoire Industrie, donc 2023-2026. Et dans le cadre de ce temps 2 du programme, on réfléchit à la nouvelle offre de service Territoire d'Industrie. Et donc, le sujet foncier, à la fois en termes de terrain, mais avec cet enjeu de service, et le sujet de la transition écologique seront vraiment des axes au cœur de la suite du programme. Donc, on a un constat, la fabrique prospective a permis d'avoir un constat partagé avec les différents acteurs, avec vraiment appuyé sur des cas concrets de terrain, et on va essayer de bâtir là-dessus pour proposer des services qui soient le mieux adaptés aux collectivités, aux industriels, pour aller plus loin sur ces enjeux-là. Voilà, donc c'est vraiment un travail très intéressant, nous, en tant que programme aussi, pour essayer d'en tirer des conclusions et des pistes d'action pour la suite. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour ce travail, cette synthèse qui va aussi alimenter les travaux de l'Observatoire, nécessairement. Donc, on a parlé mutabilité, on a parlé insertion des sites industriels dans le paysage. Donc, je vais passer la parole maintenant à Mélusine Hucot, donc, qui est architecte urbaniste à l'agence ANMA. Et cette agence travaille notamment sur le site de Limay, donc sur le territoire d'industrie Seine-Avalmente. Bonjour Madame Hucot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cette invitation répond aussi à notre souhait, en tout cas au sein de l'Observatoire, de faire dialoguer des parties qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de dialoguer ensemble, architectes, industriels, etc. Donc je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Bonjour à tous, je vous remercie pour cette invitation. Effectivement, ça nous intéresse toujours de pouvoir dialoguer dans ce cadre d'échanges complètement pluridisciplinaires. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc moi, effectivement, je suis architecte urbaniste associée de l'agence ANMA, qui est anciennement l'agence de Nicolas Michelin, une agence qui existe depuis plus de 20 ans, qui est désormais dirigée par 6 jeunes associés et qui fait à la fois donc, de l'architecture sur des programmes très, très variés, équipements, logements, tertiaires, mais aussi beaucoup de projets urbains. On mène notamment le projet des bassins à flot qui fait 150 hectares à Bordeaux et plein de différents secteurs. On est aussi assez présent justement sur la collectivité de GPSEO, Grand Paris Seine-et-Oise. Et en fait, on est souvent sur des sujets, du coup, en tant qu'urbaniste, assez diversifiés en termes de programmation. Et finalement, cette étude sur l'immeuble Porcheville est l'une des plus monofonctionnelles qu'on ait pu traiter. Et ça nous intéresse parce que justement, l'étude, la commande était plutôt de voir comment aussi la diversifier et la raccrocher à la ville. Donc, c'était vraiment le point de vue urbain qui était demandé. Je vais peut-être me mettre en plein écran. Voilà, pour que ce soit plus confortable. Donc, cette étude, juste
En amont, je la situe dans le grand territoire. On est évidemment sur l'axe Seine entre Paris et Le Havre, donc dans un réseau de ports. Limay-Porcheville, donc c'est la zone, le parc d'activité économique, le PAE, autour du port d'Aropa de Limay-Porcheville. C'est un site qui est intéressant aussi par rapport au Grand Paris parce qu'il va être desservi par la ligne Éole. Et donc, tout un enjeu également de connexion de ce PAE avec cette ligne Éole. Et enfin, à l'échelle de la CU, un enjeu aussi de cohérence sur la redynamisation d'un ensemble de sites économiques. Donc, en fait, cette étude sur Limay, Porcheville, fait partie d'un accord-cadre plus global qui concerne alors 4 sites en particulier, une dizaine dans son ensemble. On est mis en concurrence en fait avec d'autres agences à chaque fois qu'il y a une étude qui sort sur l'un des sites. Et l'enjeu, évidemment, c'est de les mettre en cohérence sur le territoire. On est sur un site existant, donc il s'agit de recomposer, de redynamiser. Il s'étend sur 4 communes, donc Guittencourt, Limay, Mantes-la-Ville et Porcheville, donc de part et d'autre de la Seine, et de grandes infrastructures ferroviaires et routières. Donc c'est un site qui est très intéressant parce qu'il est trimodal, justement. Donc il y a à la fois la Seine, le fer et la route. Il fait 450 hectares. C'est pour nous des très grands sites à traiter, c'est-à-dire 5 fois le centre-ville de Limay, pardon. C'est un site, évidemment, alors là, vous voyez un peu la petite carte sur le côté qui le situe, hein, qui est dédié aux activités productives, très imperméabilisé. Il y a une partie également inscrite dans le périmètre qui sont aujourd'hui des espaces agricoles et quelques espaces verts. Et on a également dans le site, enfin, au périmètre du site, des petites enclaves d'habitat qu'il s'agit aussi d'intégrer à la dynamique globale de la redynamisation de ce site industriel. Donc là, les enjeux majeurs, c'est évidemment de recréer un cadre de vie qualitatif, hein, donc dans les liens entre l'intégration de cette zone d'activité dans le territoire, dans la ville, dans le paysage, et de renforcer l'économie et rendre les services plus qualitatifs, donc créer vraiment une adresse pour cette zone économique, pour conforter les entreprises existantes, être à l'écoute de leurs besoins, mais également attirer et mieux structurer les différentes filières. Donc, ce qui était intéressant, c'est un petit peu aussi le jeu d'acteurs dans lequel on a été placé. Donc, ici, vous avez 3 cercles. Ce qu'on appelle l'équipe restreinte, qui est donc l'équipe que nous, on mène en termes de compétences. Donc, A&M Architecte Urbaniste, on est mandataire d'une équipe qui regroupe différentes compétences, donc à la fois programmatique spécifique sur le volet activité mené par Objectiville, foncière avec Segat qui a mené des études de dureté foncière, mutabilité, etc. Magéo, donc VRD également, qui nous aide sur tout le volet technique, infrastructure. Indigo sur le volet écologie. Et enfin RRA sur le volet mobilité. Donc c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui nous permet de traiter un vaste champ de sujets. On est inclus dans ce qu'on a appelé l'équipe projet, qui est là donc une équipe technique majoritairement représentée par les services techniques en fait, de la CU et des communes. Donc, direction du développement économique, direction du foncier, différents services techniques des villes. La maîtrise d'ouvrage, évidemment, la CU, GPSEO. Donc, avec eux, on mène l'ensemble des COTEC. Et l'équipe décisionnaire qui est constituée des différents élus des 4 communes. Là-dedans, on a inclus également, évidemment, les entreprises. Alors, dans nos réunions, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des entretiens, on va dire, bilatéraux avec les entreprises, donc surtout en amont et en phase diagnostique, pour prendre en compte notamment leurs besoins, donc, qui étaient essentiellement certaines demandes d'extension, mais aussi la volonté de pouvoir développer en fait, une offre de sous-traitance à proximité. On est également évidemment en dialogue avec Aropa, donc Port de Paris, qui eux sont présents au COPIL, donc sont tout à fait en connaissance de l'évolution de l'étude, alors que les entreprises, on les a vues une à une
plutôt en phase diagnostique. On ne les a pas encore vus pour toute la présentation du projet à l'heure actuelle. Évidemment, les FIF pour le volet foncier. Et là, il y a aussi également Carrefour qui est installé sur le site, qui souhaite se reconfigurer. Donc, voilà, tout un panel d'acteurs assez nombreux, avec du coup pas mal d'itérations. Petite chose que je n'ai pas précisée, donc ce n'est pas moi qui ai mené cette étude sur l'IME Porcheville. Je suis désolée, du coup la présentation n'est peut-être pas aussi fluide et riche que si c'était la société qui l'avait menée, mais j'ai déjà traité ce genre de sujet sur le volet économique, donc j'espère pouvoir vous apporter le plus de réponses possible. Et voilà, donc sur le volet diagnostic, pour vous expliquer un petit peu le site, comme je disais, donc un site occupé de 450 hectares. On a ici le port Aropa, un projet IKEA, d'installation d'IKEA qui redynamise le site, qui est l'une des raisons pour lesquelles cette étude est lancée. Une volonté donc d'extension d'Aropa le long des voies ferrées. La question de la gare de Limay, qui est située ici, donc assez éloignée du centre-ville, qui est ici. J'espère que vous voyez ma souris d'ailleurs. Donc, qui est aux marges du périmètre d'étude, qu'il s'agit aussi d'intégrer et de mieux reconnecter. Toute une zone commerciale un peu diffuse dans le site. Et enfin, un autre enjeu important au nord du site, qui est la zone des hauts reposoirs, donc, comme je disais, qui en fait regroupe les zones actuellement en espace agricole, sur lequel il a été identifié par GPSEO d'étendre la zone pour des besoins notamment d'accueillir des activités avec des besoins de très grandes parcelles. Un autre sujet intéressant, c'est la question de la centrale EDF, à l'arrêt depuis 2017, complètement abandonnée, qui est complètement en marche à côté du site, qui nous a posé personnellement, à l'échelle de l'ADMA, beaucoup de questions parce que, évidemment, l'extension des zones économiques sur des espaces agricoles pose aujourd'hui un certain nombre de questions et on s'est toujours demandé pourquoi s'étendre là-bas et pas essayer de recomposer le site de la centrale EDF qui, elle, bénéficie en plus de l'accès à la Seine. Donc ça, on sait que c'est des enjeux politiques un peu qui nous dépassent, mais qui est intéressant aussi de poser clairement avec tous les acteurs. Et dans le périmètre, on a donc aussi une petite zone ici, qui est vraiment de l'autre côté de la Seine, qui est intéressant aussi de raccrocher justement à cette grande dynamique qui s'appelle Vaucouleurs, qui est sur la zone de la commune de Mantes-la-Ville, et très enclavée, donc entre la Seine, deux réseaux ferrés et la RD 983. Voilà un petit peu pour le site actuel. Juste en portrait, c'est un site qui regroupe aujourd'hui près de 500 établissements, avec des entreprises qui sont installées depuis assez longtemps, qui ont plutôt envie de rester, et qui regroupe aujourd'hui 3000 salariés, ça représente à peu près 4500 emplois en tout. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Juste pour vous montrer également l'étude de dureté foncière et de mutabilité. Donc, on voit que c'est assez composite, mais qu'il y a quand même des marges de possibilités de mutation. Donc, quelques sites de dureté élevée en marge, mais sinon, on se retrouve au cœur, on le voit un peu ici, avec des mutabilités envisagées assez importantes, qui nous donnent donc l'occasion de pouvoir repenser l'évolution de ce site. Voilà un petit peu une synthèse en termes programmatiques des recompositions justement proposées sur l'ensemble des installations, on va dire, économiques. Donc, si je pars de l'ouest, sur la Vaucouleurs, là, ce site très enclavé, sachant que c'est la seule façade en plus de la commune de Mantes-la-Ville sur la Seine, donc il y a un vrai enjeu en fait de reconnecter ce site industriel, ce site économique à la ville et comment les habitants peuvent traverser ce site pour avoir accès à la Seine et toute la balade qui continue jusqu'au nord pour rejoindre le centre-ville, la très jolie et les quais de Mantes-la-Jolie. Donc ici, plutôt essayer d'accompagner les entreprises pour aller vers un parc d'activités plutôt basé sur l'éco-industrie dans un site très paysager avec beaucoup plus de traversées et une requalification des quais sur la Seine.
Au niveau du port, préserver évidemment les activités en lien avec la logistique fluviale et accroître la capacité des quais, avec la possibilité de s'étendre un peu plus au nord. Une petite enclave ici, actuellement d'habitat, à gérer avec justement les PFIF pour éviter qu'elle voilà, se pérennise et plutôt chercher à amener les habitants un petit peu plus proches de la ville, parce qu'ici, il y a vraiment une enclave très importante entre la RD et toute la zone d'activité ici. Justement, par rapport à cet espace habité qui se situe ici, avoir ici une frange de TPE, PME compatible avec le tissu résidentiel, donc éviter de les enfermer en fait avec très grandes emprises industrielles. Ici, réorganiser, désenclaver, remembrer pour pouvoir aussi requalifier complètement cet axe qui permettrait de faire une nouvelle entrée de ville pour Limay, d'offrir une identité, une façade active. Et comment évidemment cette zone est raccrochée au port. Et enfin, sur la question du nord et des hauts reposoirs, effectivement, comment réussir à accueillir de nouvelles activités plutôt sur des grands espaces qui peuvent du coup aussi avoir une partie importante d'espaces paysagers. Voilà, en termes, sur le volet plutôt écologique, en termes d'enjeux, deux choses importantes. On avait notamment la démarche d'écologie industrielle et territoriale en lien avec ce qui est déjà amorcé par GPSEO. Donc voilà, accompagner les entreprises vers ça, notamment vers l'économie circulaire, avec tout un volet sur ce qu'on appelle le métabolisme urbain, donc la gestion des déchets notamment, des flux, et également, comme je disais tout à l'heure, essayer de développer un peu plus de sous-traitance sur le site pour pouvoir gérer au plus proche des entreprises l'ensemble des fonctions. Un autre point important sur le volet de l'écologie, c'était comment saisir du paysage également pour avoir une dynamique beaucoup plus axée sur la biodiversité, la gestion de l'eau pour limiter les réseaux, la question de la résilience également, parce qu'il y a une partie des sites qui sont inondés par la Seine. Donc voilà, avoir une approche un peu holistique du paysage, permettant à la fois de répondre à des enjeux de cadre de vie, de biodiversité, de fraîcheur et d'accompagnement aussi des mobilités douces. Cette question du paysage, alors là, c'est plus une démarche aussi ANMA qui a été traitée un peu en précision. L'idée, c'est de pouvoir regrouper un petit peu tout ce qu'on a sur site pour pouvoir fabriquer cette armature assez solide à l'échelle de la zone et sa connexion en fait, au grand territoire et à la ville, avec notamment la capacité de créer un corridor qui permet de relier la Seine jusqu'au Vexin, donc parc naturel au nord, de se saisir de nouvelles mobilités douces intégrées dans le site et dans le paysage, et on va dire, des interstices qui nous permettent là aussi de fabriquer, en les reliant, une nouvelle trame verte et bleue. Avec notamment des opportunités liées à ce qu'on va appeler les accotements, les délaissés, les lisières, qui va nous permettre de créer toute cette nouvelle trame, avec aussi non seulement une trame, mais aussi une capacité, justement, comme je disais, d'aller de la Seine, notamment l'île de Limay, jusqu'au parc naturel du Vexin. Donc, il y a vraiment cet enjeu de porosité, de traversabilité du site, hein, qui engage aussi du coup son remembrement à certains endroits. La question de laisser de la place au mode doux, donc retravailler un gros travail sur les espaces publics, avec notamment la place laissée au flux pour pouvoir donner plus de place au mode doux. Donc, je vous montrerai tout à l'heure voilà, des profils qui sont proposés avec une réduction de la vitesse à certains endroits, plus de place pour la nature, des pistes cyclables, des espaces aussi pour se déplacer à pied, et une recomposition de la façade urbaine qui permet d'accéder autrement qu'en voiture au
aux différentes parcelles pour lesquelles il est intéressant d'accéder autrement qu'en voiture. Donc, compléter complètement cette trame, retravailler des parcours, notamment le lien avec la gare, le lien avec le centre-ville, le lien avec la Seine. Ça, c'est assez important comme enjeu. Et voilà une synthèse des enjeux en 10 points sur la carte. Donc, ces 10 points, accompagner les projets d'extension pour une vision intégrée des activités dans la ville. Donc, une autre façon de les intégrer, c'est les zones en violette. Recomposer la trame piétonne et mode doux avec le maillage et la transformation de certains axes majeurs. Renforcer certaines polarités commerciales, donc restructurer pour éviter cet éparpillement un petit peu de services. Ne pas évidemment concurrencer le centre-ville, avoir des petits pôles adaptés en entrée de ville et les rendre aussi plus visibles. S'appuyer sur la topographie, les terrains, les espaces interstitiels pour beaucoup plus végétaliser et gérer les eaux pluviales en lisière parcellaire. Évidemment, retrouver le rapport à l'eau là où c'est possible. Préserver des cônes de vue également parce qu'on est sur un terrain en pente avec des vues sur le Vexin. Et évidemment, retrouver des coutures entre la ville habitée et la ville active du site. Donc, on a travaillé par scénario. Là, on voit la 3. Je vous montre ces slides parce qu'en fait, elles ont le mérite, pour nous, ces scénarios ont le mérite de poser justement les questions que j'abordais tout à l'heure sur la notion d'extension au nord, sur la possibilité éventuelle de retravailler sur le site EDF. C'est notamment une proposition qu'on a fait dans le scénario 2, quelque chose d'assez interventionniste. Et puis, voilà, aussi un volet sur est-ce qu'on remembre énormément ou pas, donc avec un scénario plutôt fil de l'eau et un scénario très interventionniste sur le remembrement. Voilà, donc c'est plutôt un espèce de scénario 2 un peu mixte qui a été choisi, avec tout de même une extension sur les hauts reposoirs, parce que de toute façon, c'était un enjeu, donc comme je disais, qui nous dépassait un peu. Donc, il y avait déjà eu une étude assez longue et un échange avec l'État assez fort parce qu'il y a des besoins d'extension à l'échelle de GPSEO. Et ce site a été choisi pour s'étendre parce qu'en termes de sol et de différents facteurs, il était plus propice que d'autres. Donc, un certain nombre de sites qui avaient été proposés par GPSEO ont été mis de côté, mais celui-ci a été désigné. Donc, voilà. Nous, en tant qu'équipe, on a posé la question, on a essayé de réduire cette possibilité d'extension, mais en fait, à une échelle plus large, ça reste un site plus propice que d'autres pour accueillir cette extension. Et de même, la question de l'EDF, de toute façon, on ne la maîtrise pas aujourd'hui, cette disponibilité du foncier. Mais elle était selon nous nécessaire pour au moins faire en sorte que les élus puissent être mobilisés sur ce sujet et préférer une densification sur ce site plutôt qu'un étalement sur des terres agricoles. Voilà un petit peu la proposition de recomposition du coup dans le scénario qui a été choisi par l'ensemble des acteurs. Donc, on est, comme je le disais tout à l'heure, sur plutôt un espèce de bioparc sur le site de Vaucouleurs avec une vocation plutôt d'éco-industrie. Évidemment, on garde la logistique aux abords du ferré en lien avec le port. Donc là, une grande parcelle propice à l'installation de la logistique. Une petite frange de PME, PMI en contact avec le tissu habité, donc avec des parcelles beaucoup plus petites, beaucoup plus faciles, un tissu beaucoup plus facile à traverser et un gabarit de bâtiments plus adapté au contact avec l'habitat, avec évidemment des préconisations paysagères de traitement du bâtiment pour être dans un site qualitatif.
Des industries généralistes confortées là où elles sont positionnées, et également la proposition d'installer des villages d'entreprise, donc là plutôt orienté sur la pharmachimie ou les nouvelles technologies. Donc là justement pour gérer cette notion de sous-traitance, pour accueillir des différentes PME en lien avec le reste des entreprises. Et voilà, la capacité au nord d'accueillir encore plutôt de l'éco-industrie, quelque chose qui est plus compatible justement avec ce grand enjeu paysager au nord, notamment dans le lien avec le parc régional du Vexin, et un certain nombre d'entreprises, on va dire plutôt artisanales, en font de la RD 983. Donc, avec aussi ces pôles de commerce, ce pôle de commerce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc à l'intersection entre l'axe qui relie le centre-ville, cette entrée de ville ici, la rue des Activités, et la RD 983. La question évidemment de la gare et de petits services en interconnexion entre les entreprises au nord et toute la logistique et le port au sud. Pardon. Et une dernière chose, donc c'est l'axe qui permet de traverser jusqu'au Vexin, qui s'insère en fait dans des interstices parfois totalement maîtrisés. Il y a des petits foncés qui ne sont pas totalement maîtrisés, mais on a pu voir à travers les entretiens qu'il y avait une possibilité de les mettre à contribution dans la création de ce nouveau lien nord-sud. Voilà, donc là, je vais juste m'attarder un petit peu. Je vais juste si j'ai encore devoir... le temps. Oui. Ouais, non, je vais vous couper pour pouvoir prendre parce qu'il nous reste 10 minutes de séminaire. Du coup, si vous le voulez bien, sauf si vous voulez 1 minute encore pour... Non, mais allez-y, de toute façon, c'était complètement une autre partie, donc je m'excuse, j'étais un peu longue du coup. Non, c'était très intéressant et c'était bien d'avoir aussi une vue un peu plus globale sur comment un site industriel s'insère finalement dans un espace plus grand autour du centre-ville de Limay, de la Seine. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Je remercie également les intervenants qui ont commencé à répondre aux questions-réponses posées par le public dans le chat. Je vais prendre les questions de Michel Berry, l'École de Paris du Management. Alors, j'avais disparu quelques instants parce que mon ordinateur s'est coupé, mais bon. J'avais plusieurs questions, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, mais il y avait une première question qui était le financement de tous ces projets. J'imagine qu'il y a un financement de l'État, des collectivités, mais sur la question des services, il a été dit au départ que proposer des services, c'est très important, par exemple une gardiennerie ou un certain nombre de services. Comment sont financés ces services? Parce que j'imagine que tant que les entreprises ne sont pas là, elles ne cotisent pas, elles peuvent être attirées par des services, mais tant qu'elles n'y sont pas, pas facile de leur envoyer la facture. Qui finance ces services, au moins au départ? Au bout d'un certain temps, on voit qu'il peut s'installer des offres commerciales de services. Mais j'aurais une deuxième question, c'est la contrainte de l'artificialisation des sols. Dans quelle mesure la contrainte de non-artificialisation des sols pèse sur le développement de vos actions? Vous vous adressez notamment aux partenaires des fabriques prospectives? Oui. Du coup, peut-être... je ne sais plus qui avait parlé de l'importance des services. Les entreprises ont besoin de services à l'industrie. Ma question, c'est comment sont-ils financés? Alors, je donnerai aussi la parole éventuellement à M. Pouplin et M. Texera pour donner des éléments locaux, mais en tout cas, la question du modèle économique de ces services, elle revient très régulièrement. Elle est souvent à la charge des intercommunalités, que ce soit une crèche interentreprise ou autre. En tout cas, ce qu'on a essayé de pousser dans cette fabrique prospective, c'est vraiment travailler sur la mutualisation. Comme le disait M. Pouplin, par exemple, le fait de mutualiser les séances de médecine du travail à toutes les entreprises, même par rapport, il y a plusieurs sites qui ont travaillé sur la mutualisation de livraison de plateaux repas depuis le centre-ville de la ville d'à côté.
Donc voilà, il y a déjà des solutions qui sont plutôt plus informelles, disons, qui nécessitent moins de bâti, mais qui sont surtout à la charge des entreprises volontaires. Bien évidemment, d'autres types de services sont aujourd'hui à la charge des entreprises. Donc, je vais peut-être passer la parole. Oui, je suis bien d'accord. Une fois que la zone est en place, on comprend, mais c'est au démarrage que je pose ma question. Comment on imagine les services à la création d'une zone? On imagine des services, comment on les finance? Alors, sur certains services, ils peuvent être financés via le prix de revient. Si on est à la création de la zone, par exemple, je pense à des services qu'on va peut-être mettre en place sur notre collectivité d'architectes programmistes pour, en lien avec le ZAN, essayer de mieux réfléchir à la réalisation des bâtiments, mieux les orienter, les optimiser. Ça, c'est un coût de service qu'on peut totalement impacter, ce qu'on appelle sur un budget lotissement, un budget zone dans notre comptabilité, et qui sera pris en charge indirectement via le prix de revient des terrains. Donc, ça peut être en fait une incorporation budgétaire dans le budget lotissement et ensuite une prise en charge via la vente du foncier. Après, sur des plus gros services type crèche interentreprise ou restauration interentreprise, là, on est sur un modèle économique qui est lié au projet en tant que tel, avec des partenariats à faire avec les entreprises qui ne sont pas forcément très simples. Effectivement, alors je suis aussi d'accord. Hein, il y a des choses qu'on peut intégrer dans le coût de revient. Il y a des services, par exemple, nous, qu'on a mis en place, notamment de bornes électriques. Donc, on est passé par un syndicat d'énergie sur ces thématiques-là. Après, il y a effectivement, là, pour les crèches interentreprises, à l'époque, on avait travaillé, comme je l'avais dit, avec Crèche Attitude, qui est une franchise, en fait, une enseigne. Et donc, on était, alors, de mémoire, on était limité, je crois que c'était à 12 lits. Une partie était financée par les entreprises. Un lit, c'est grosso modo, c'est 10 000 €. Il y a une partie qui était financée par l'entreprise, une partie également par la CAF. Et la collectivité, pour participer également, prenait en charge, je crois que c'était autour de 2 lits, pour pouvoir lancer la construction. Crèche Attitude construisait elle-même, finançait la construction et la gestion de cette crèche interentreprise. Bon, les choses ne se sont pas faites parce qu'on n'a pas eu suffisamment d'entreprises qui s'est engagées, mais je pense que c'est un sujet qui pourra revenir sur la table prochainement. Et si je peux également contribuer dans le cas d'une reconfiguration de zones d'activité, je sais qu'on a beaucoup travaillé par exemple sur les espaces publics, ce qui est clairement du financement de la commune, mais en gros, il y a une participation des entreprises parce qu'il y a aussi en fait une optimisation du foncier qui permet de créer de nouvelles parcelles et donc l'installation de nouvelles entreprises qui participent. Alors là, pour l'instant, le bilan économique n'a pas encore été complètement vu, mais en gros, le mécanisme, c'est qu'ils participent via une taxe d'aménagement au financement de la réfection des espaces publics et éventuellement la création d'équipements de services. Et une participante ajoute aussi que les CAF peuvent financer les crèches interentreprises, ou en tout cas participer au financement. Exactement. La non-artificialisation des sols, c'est un gros problème pour vous ou vous arrivez à jouer avec? Alors, en fait, c'est un problème pour certains, une opportunité pour d'autres. Ça fait une réponse de Normand. Mais en fait, c'est surtout une directive, une trajectoire qu'on vise. Honnêtement, sur du ZAN pur et dur, ça pourra être compliqué dans l'avenir pour certains projets, on ne va pas se le cacher. Mais par contre, c'est bien d'anticiper cette trajectoire. On la voit plus comme une trajectoire en se disant qu'on change de logiciel, le foncier n'est plus quelque chose d'illimité. Donc, ça a une valeur. Les entreprises, on l'avait déjà en tête. Ils les achetaient à pas forcément très cher. Et puis, on a vu là, ces dernières années des reventes à des prix qui étaient complètement différents des prix d'achat. Donc, on s'est rendu compte aussi de la valeur de notre foncier à nous. Donc, c'est plus un changement de paradigme, on va dire, pour les collectivités. Donc, voilà, moi, je le vois plus comme une trajectoire, donc une opportunité de faire différemment.
Et la réhabilitation des friches, c'est une manière de non artificialiser les sols, Oui. quoi. Alors ça, Dans c'est un la autre vraie séminaire, Ouais. oui. Ça, c'est la vraie question et c'est un vrai projet. Et là, par contre, si on fait le point avec les services de l'État, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, il y a le fonds friche quand même C'est qui pas a encore été clair. créé et qui est intéressant, qui se met en place petit à petit, mais qu'il faudrait, à mon avis, je pense, le voir fortement développer parce que sur notre territoire, on a très peu de friches. On en a une qui est voilà, un site industriel très, très ancien. On a un souci avec un propriétaire qui ne souhaite pas forcément le vendre parce qu'il pense aussi qu'il a de l'or sous les pieds. Comment on fait? Parce que après on a le ZAN, on n'a plus de terrain public, on a des projets privés avec une sorte de spéculation, rétention foncière. Comment la collectivité intervient? On ne souhaite pas politiquement et puis voilà aller jusqu'à l'expropriation, mais qu'est-ce que la collectivité peut faire sur ces sujets-là? Ça, c'est des vrais sujets qui Je vous peuvent être pose la développés. question parce que dans un autre séminaire qui s'appelle Aventure industrielle, un des orateurs avait dit qu'en fait, il y a pas mal de crèches, de friches à réhabiliter et qu'il n'arrivait pas à faire passer l'idée que c'était de non-artificialisation des sols et que c'était un vrai problème. Je pense que la ZAN va nous aider dans ce sens-là, mais c'est un peu ce que je montrais sur l'IME où on aurait l'opportunité de reconfigurer la friche EDF. Mais finalement, aujourd'hui, politiquement, ce qu'on nous demande, c'est d'étendre sur les espaces agricoles. Et le ZAN sera peut-être un outil pour aller plus vite et débloquer certaines choses. Alors, si j'ai une dernière question, si vous n'avez pas le temps de répondre, tant pis. Est-ce que vous faites quelque chose pour l'emploi des conjoints? Problème que beaucoup, qui sont souvent cités, on fait venir des nouveaux, il faut les loger, mais c'est encore mieux quand le conjoint peut trouver un emploi. Est-ce que c'est dans votre champ d'action? Actuellement, sur notre territoire, nous n'avons pas de service emploi. Donc, on est en lien avec la Roche-Aglo, la Roche-sur-Yon, qui est juste à côté, mais on n'a pas de service interne spécialisé là-dessus. Monsieur Texera, est-ce que vous êtes toujours là? Vous souhaitez répondre? Alors, je suis désolé, je n'ai pas écouté la question parce que j'étais au téléphone en même temps. Est-ce que vous faites quelque chose pour l'emploi des conjoints? Problème souvent cité par les entreprises. Ouais, c'est un problème. Oui, non, mais ça c'est clair. Alors nous directement, non. La CCI effectivement a un dispositif, on va dire, qui permet d'accompagner l'emploi du conjoint, mais c'est un vrai sujet, hein, effectivement. Je compléterai en disant qu'on a aussi beaucoup de postes à pourvoir sur notre territoire, oui. de tout ordre, de toute catégorie. D'accord, ça aide. Merci. Je vais prendre juste une dernière question qui porte sur les commerces de centre-ville et qui a été posée dans le chat. Comment s'assurer que la structuration d'un tissu d'offres de services, restauration, supermarché près des zones d'activité ne fasse pas concurrence aux commerces de centre-ville? Bonne question. Alors, nous, on a beaucoup évoqué. On a l'expérience. Hein. Oui, on a beaucoup évoqué le sujet, notamment de la restauration. On a un exemple. Alors, à un moment donné, il avait été dit de créer un restaurant, on va dire, interentreprise sur le parc d'activité. Je dirais quelque chose qui a été balayé assez rapidement. Parce que oui, on a des commerces en centre-ville, on a Action Cœur de Ville, donc je dirais, ça n'aurait pas été du tout cohérent d'avoir un restaurant interentreprise sur le parc. On a un exemple, en tout cas, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais par exemple, on a la société Ledger. Société Ledger, aujourd'hui, c'est à peu près 110 salariés. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est tous les matins, en fait, sur un tableau, sur un écran, ils mettent voilà, aujourd'hui possibilité d'aller de plateau repas dans tel et tel restaurant. Chaque salarié, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, s'inscrivent. Et puis ensuite, il y a 2-3 salariés qui vont faire le tour et qui récupèrent les plateaux repas et qui les amènent au réfectoire de l'entreprise. Voilà, alors bon, c'est quelque chose. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir, peut-être sur une application ou quelque chose, mais plutôt non pas à l'échelle que d'une entreprise, mais à l'échelle des entreprises du parc. Et puis en tout cas, de travailler sur cette solution avec les restaurateurs. Donc ça, c'est quelque chose. Voilà, en tout cas, ça a été évoqué, et c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place dans les mois qui viennent.
Et pour compléter, tant que j'y suis, on parlait de concurrence aussi entre le centre-ville et les zones industrielles ou les zones commerciales. Alors chez nous, je trouve que la concurrence se fait pas, puisque en centre-ville, on y vient pour manger au restaurant, et alors que sur les zones commerciales, on a plutôt du takeaway, on vient sur du fast-food, sur des choses. Alors après, les modes de consommation sont différents, mais on peut trouver, on va pas trouver du fast-food en centre-ville, c'est ça que je veux dire. Et voilà, chacun après s'organise comme il veut, s'il veut manger au restaurant, en pizzeria, ou s'il veut aller chercher un McDo. Donc après, les modes de consommation sont assez sont ouverts, et l'objectif, c'est de proposer le panel le plus large. Après, chacun à faire son choix. Et je pense pas qu'il y ait de la concurrence en centre-ville, parce que voilà, après, ils ont l'activité est là. Après, vous avez l'activité de centre-ville pour les gens de centre-ville, mais vous avez aussi ceux de la zone qui viennent en centre-ville manger, ou qui viendraient sur les centres commerciaux à proximité pour manger. Très bien, ben, merci beaucoup pour vos réponses. On va terminer le séminaire. Donc, merci beaucoup à l'ensemble des intervenants d'avoir éclairé la question de comment concevoir et fabriquer un site industriel de demain